accompagner, quels sont les leviers de réussite, quels sont les points de vigilance également. Et pour aborder tous ces points, nous avons mobilisé 4 intervenants avec des rôles et des points de vue complémentaires, comme vous allez le voir. Bonjour à tous les 4. J'ai donc à mes côtés Alexandre Breteau, chargé de mission transition écologique à la DDT 63, la Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme. Jean-Paul Sauzet de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes conseiller énergie et climat. Guillaume Coicadan, chargé de mission au sein d'Aura 2E, Auvergne-Rhône-Alpes énergie-environnement. Et Nathan Lama, agriculteur à Saint-Just-près-Brioude en Haute-Loire. Vous avez un élevage de vaches allaitantes et vous êtes responsable d'une unité de méthanisation. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc bonjour et bienvenue à tous les 4. Merci d'avoir répondu présent pour cet événement. On va donc lancer la partie table ronde sur ce sujet de la méthanisation qui va durer 1h30 et ensuite nous vous donnerons la parole. On pourra avoir un temps d'échange, un temps de questions adressées à nos différents intervenants. Donc n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure pour pouvoir les poser dans le dernier temps qui nous sera consacré. Voilà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est a priori que ce sujet de la méthanisation vous intéresse. Peut-être même que vous avez déjà des connaissances sur la méthanisation. Mais pour commencer, on va quand même prendre le temps de reposer un petit peu les choses et de présenter brièvement, mais clairement et précisément, ce processus de méthanisation. Et donc, je vais me tourner vers vous. L'écran est ici. Non, voilà, vous ne le voyez pas très bien, mais je vais faire passer les diapos. Donc Guillaume Coicadan, est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous donner une définition de la méthanisation, nous dire en quoi ça consiste exactement? Oui, donc du coup, d'abord je m'excuse, je vais garder mon masque parce que je n'ai pas une forme extraordinaire ce matin, donc on ne va pas prendre de risques. Oui, alors du coup, qu'est-ce que la méthanisation? Il y a plusieurs définitions. Il y a une définition très technique, puis il y a une définition peut-être plus dans les enjeux actuels. Finalement, la méthanisation, c'est un des plus beaux outils, à mon sens, d'économie circulaire qui permet de faire de l'énergie et de l'engrais par le territoire, pour le territoire. Voilà. Après, techniquement, la méthanisation, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'abord qui existe depuis naturellement, depuis voilà, c'est dans les marais, dans les étangs, ça méthanise avec la matière organique qui est dans le fond des étangs. Et donc, ce processus de méthanisation naturelle, on a pu l'industrialiser et puis le maîtriser pour pouvoir en faire quelque chose au service des agriculteurs, au service des territoires et au service globalement de la transition énergétique. Alors, qu'est-ce que la méthanisation? C'est de la fermentation en milieu anaérobie, donc sans oxygène, de matière organique. Voilà. Donc, matière organique, vous ne mettez pas du sable, vous ne mettez pas du plastique dedans, ça ne sert à rien. Du bois, ça ne sert à rien non plus, globalement pour la méthanisation. Mais vous mettez tout un tas de sources de matière organique. Et là, dans le schéma, vous voyez, il y a plusieurs sources de matière organique qui sont identifiées. Alors, je l'ai là, du coup. Vous avez de la matière organique d'origine agricole, bien sûr. Les sous-produits agricoles, on parle bien de sous-produits. Le fumier n'est pas un déchet, c'est bien un sous-produit. Il y a une valeur en tant que telle. D'ailleurs, en méthanisation, on gardera toute la valeur du fumier. Le fumier, il a une valeur pour les agriculteurs aujourd'hui parce qu'il est mis dans les champs avec l'azote, le phosphore et la potasse. Ça, cette valeur-là, la méthanisation, vous ne l'enlèvera pas, mais elle va permettre au fumier de produire en plus de l'énergie, en plus de ça. Donc les sous-produits agricoles, mais aussi des sous-produits, des déchets des collectivités, comme les déchets verts, comme les biodéchets. Les biodéchets, qu'est-ce que c'est? C'est des déchets de cantine, les déchets de restauration, voilà. Et puis les déchets, du coup, aussi, qu'on appelle biodéchets, des industries agroalimentaires, notamment. Donc voilà un peu les 3 grands types de matières organiques qu'on peut mettre dans la méthanisation. Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, comment ça marche une fois qu'on a récupéré cette matière et qu'on l'a insérée dans la machine? Eh bien, du coup, finalement, le but, c'est de la faire fermenter pendant un certain nombre de jours, parce que du coup, c'est technique, la méthanisation. La maîtrise du process nécessite une technicité qui est d'ailleurs très adaptée pour le milieu de l'élevage et pour les agriculteurs, puisque du coup, alimenter un méthaniseur, comme on a l'habitude de dire dans le milieu,
C'est grosso modo comme alimenter un animal. D'ailleurs, ce qui se passe dans un méthaniseur, c'est exactement ce qui se passe dans la panse d'une vache. Donc la matière que vous allez mettre, elle va fermenter pendant combien de temps? En moyenne, on va dire, on est autour de 40-60 jours dans le méthaniseur. Ça va dépendre, hein. Si vous mettez du lisier, vous pouvez faire moins. Si vous mettez d'autres types de matières plus difficiles à digérer, c'est comme les vaches, il faudra que ça reste plus longtemps. Et donc, vous la mettez 40 à 60 jours dans un grand bocal fermé, sans oxygène. Et là, elle va produire deux choses, deux types de produits. Du biogaz, voilà. Donc ça, on va le valoriser d'une certaine manière et on va voir comment c'est fait. Et aussi, elle va produire ce qu'on appelle du digestat. En fait, le digestat, quand vous mettez 100 tonnes de matière brute dans un digesteur, vous récupérez 90 tonnes de matière brute en sortie. Et donc, après avoir fermenté pendant 40 jours, selon différentes techniques qu'on verra tout à l'heure, vous avez ensuite deux produits. Et ça, c'est très important. La méthanisation, ce n'est pas que de l'énergie, hein, c'est aussi un produit agronomique. Et dans l'énergie, ça c'est la... Alors, dans le diapo, on est dans la partie qu'on appelle la transformation. Vous avez le biogaz. Le biogaz, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz, un mélange de CH4, de méthane, de CO2, d'H2O, voilà, et puis quelques autres gaz minoritaires. Et ça, vous pouvez en faire vous la valoriser de différentes manières. Traditionnellement, dans la filière en Auvergne-Rhône-Alpes, ça a été valorisé en thermie, on mettait en chaudière, et notamment dans les boues de steppe, pour sécher les boues. Voilà. C'était historiquement comment la filière est apparue en région. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. La majeure partie du biogaz, aujourd'hui, est injecté dans un moteur de cogénération. Donc c'est le moteur que vous voyez au milieu du schéma. Moteur de cogénération, il va produire de l'électricité et de la chaleur. Et puis, depuis 3-4 ans maintenant, la filière en pleine expansion, c'est une autre filière de valorisation qui s'appelle la filière en injection biométhane. Là, vous prenez le biogaz, mais pour qu'il soit valorisé en tant que biométhane et injecté dans des tuyaux qui sont des tuyaux de GRDF ou de GRT gaz et qui arrivent ensuite dans vos maisons pour vous chauffer, pour la cuisson, il faut qu'il soit, ce biogaz, très épuré. Il faut qu'il soit à plus de 96% de méthane. En moyenne, le biogaz, c'est 55% de méthane. Voilà. Et le reste, c'est du CO2, etc. Donc là, pour injecter dans les tuyaux de GRDF et de GRT gaz, il faut l'épurer. Et donc ça, c'est la deuxième grande voie aujourd'hui actuelle, c'est l'épuration du biogaz pour en faire du biométhane et l'injecter dans le réseau de gaz, pour en faire soit une source d'énergie pour la cuisson, etc., soit du biocarburant aussi, du bio-GNV. Voilà. Merci. Et il y a un deuxième produit. Oui. Le digestat. Le digestat, qui est le deuxième produit, qui est la matière qui reste. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, vous avez l'ensemble de la valeur agronomique qui est maintenue. Il y avait des questionnements à un moment donné sur la matière organique aussi, parce qu'il y a du méthane qui s'en va. Alors, est-ce que du carbone s'en va? En fait, on constate que la matière organique dite ligneuse, qui est à l'origine de l'humus dans le sol, est bien conservée. Donc, on garde sa capacité à faire de l'humus, à faire de la CEC, de complexe argilo-humique pour favoriser les échanges du sol. Ça, c'est dans le digestat, comme dans le fumier, vous l'aurez. Voilà. Et vous mettez donc à la fin de la méthanisation à la fois du biogaz et à la fois du digestat avec les engrais avec la matière fertilisante qui va avec dans vos champs. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un peu plus les process parce qu'il y a différentes méthodes. Dans la diapositive suivante, on va regarder ça peut-être. Oui, du coup, je vous laisse la passer. En fait, après, en termes de méthanisation, on voit différentes façons de faire de la méthanisation, différentes cocottes minutes en gros, qui permettent de faire fermenter la matière. La majorité aujourd'hui, c'est de la méthanisation, ce qu'on appelle en voie liquide. Voilà, c'est le grand dôme. C'est très adapté généralement pour des mélanges qui sont pompables, brassables, donc avec des taux de matière sèche qui sont à peu près un peu inférieurs à 18% de matière sèche, voilà, inférieurs à 18-20% de matière sèche en entrée. C'est la majorité des substrats en région, quand on mélange avec du lisier, le fumier, le lisier, etc. Et donc on est beaucoup vers la voie liquide. Il faut savoir que si on a des substrats qui sont plus peltables, plus pâteux, il y a la voie solide qui aujourd'hui a eu des contre-références dans certains types de voies solides qu'on appelait la voie solide en garage, mais la voie solide silo que vous voyez là, qui est vraiment comme des silos d'ensilage, elle a fait ses preuves. Et aujourd'hui, en région, on a
2 silos comme ça qui fonctionnent bien. Voilà. Ok, donc différents process. On reviendra tout à l'heure sur comment est-ce qu'on choisit le process pour lequel on va s'orienter. Peut-être un petit point sur le modèle économique, c'est-à-dire vous avez expliqué qu'on produisait du gaz avec. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite et comment on en retire quelque chose? Alors, en fait, effectivement, une unité de méthanisation, c'est un atelier pour les agriculteurs. La Chambre d'agriculture en parlera mieux que moi. Et c'est un atelier, c'est-à-dire que ça demande des compétences, du travail, mais ça aussi rapporte un bénéfice. Une unité de méthanisation, c'est un atelier avec un bénéfice positif. Voilà, donc il y a des chiffres d'affaires, il y a des charges, et au global, un atelier de méthanisation consolide économiquement la ferme, sinon il ne va pas sortir, l'unité ne sortira pas. Comment ça consolide la ferme? Le chiffre d'affaires, il est constitué majoritairement de la vente de l'énergie. La vente soit de l'électricité, soit du biométhane. Et par rapport à la majorité des ateliers que vous avez sur vos fermes, le grand intérêt, c'est que ce chiffre d'affaires, il est garanti sur 15 ans ou sur 20 ans. 15 ans pour le biométhane, 20 ans sur l'électricité. Enfin, un peu moins de 20 ans, c'est 140 000 heures. Comment il est garanti? Alors, c'est l'État qui vous le rachète. Il y a différents modèles, mais le modèle le plus présent aujourd'hui en France, c'est le modèle d'obligation d'achat avec donc un tarif préférentiel. Donc c'est pas l'État, c'est les fournisseurs de gaz qui vont vous racheter ça, le biométhane ou l'électricité, donc ou le fournisseur d'électricité. Ils vous le rachètent à un tarif supérieur à ce qu'on voit sur les marchés mondiaux en temps normal. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Le marché mondial est au-dessus du tarif d'obligation d'achat. Et ensuite, en tout cas, ce tarif est garanti sur 15 ans ou 20 ans. Et il permet de faire des business plans sécurisés par rapport au chiffre d'affaires. Après, le business plan où il reste des marges d'incertitude, c'est dans les charges. Les charges, ça, c'est le pilotage de l'unité, c'est un certain nombre de choses qui résultent de ce que vous connaissez en agriculture, c'est-à-dire les charges d'exploitation et le pilotage de l'unité. Mais le chiffre d'affaires, il est garanti sur 15 ans, l'énergie est rachetée par des fournisseurs qui le rachètent à un tarif privilégié qui est bloqué, mais indexé sur l'inflation pendant 15 ou 20 ans. Voilà, et qui ensuite se font compenser par l'État la delta de prix. Merci beaucoup. Je vais vous laisser passer le micro à Nathan Lama. Voilà, à votre gauche. Donc, je l'ai dit en introduction, vous êtes en charge d'une unité de méthanisation en Haute-Loire. C'est une unité de méthanisation collective, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs exploitations à la partager. On a vu là, dans l'explication, qu'il y avait plusieurs méthodes, en fait, il y a plusieurs types d'unités qu'on peut monter. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel type d'unité vous avez choisi et pourquoi ? Donc effectivement, nous exploitons une méthanisation collective. Donc on est un regroupement de 5 exploitations autour du projet. Donc nous, on a choisi la méthanisation en voie liquide, du fait de nos intrants, avec beaucoup de fumier et de lisier issus de nos exploitations. Et ensuite, on a choisi donc l'injection de biométhane, car on était à proximité de la ville de Brioude. Donc ça permettait un débouché à proximité. Donc au début de notre projet, on était parti plutôt sur de la cogénération. C'est le plus présent dans notre département de la Haute-Loire. Et au fil de l'étude du projet, donc l'injection a évolué, s'est démocratisée. Donc on est plutôt parti sur la valorisation en biométhane. Mais ça, effectivement, ça suppose d'être proche, vous l'avez dit, d'une ville. Voilà, c'est la difficulté dans certains territoires d'être proche d'un réseau de gaz. Nous, on avait la chance d'être à 1 km du réseau existant. Donc, voilà. On va voir quand même une petite photo de votre unité. Voilà, ça représente quoi comme surface? En surface au sol, on est sur 1,5 hectare environ. Donc ça prend très peu de place. Voilà. Et il est sur l'une des exploitations ou bien sur un terrain annexe? Non, on est sur un terrain annexe pour que toutes les exploitations soient situées autour, à la même distance de l'unité, tout en étant proche du réseau de gaz de la ville dans laquelle on injecte. On va revenir tout à l'heure sur le montage du projet, comment vous avez été accompagné, etc. Mais juste un petit mot peut-être sur les autres unités de méthanisation qui existent dans le département. Est-ce qu'il y en a d'autres et en quoi elles sont différentes peut-être de celles que vous avez montées avec les autres exploitants?
Donc sur le département de la Haute-Loire, on compte 8 méthaniseurs. On est le seul en injection. La Haute-Loire est plutôt sur une base de méthanisation individuelle et en cogénération. Voilà. Donc vous êtes un petit peu l'élément différenciant du territoire. Bah, après, c'est surtout du fait d'être proche d'un réseau de gaz qui nous a fait nous décider sur vraiment l'injection. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc nous, on injecte 80 normomètres cubeurs. Voilà. Cela représente, on représente 10% de la consommation annuelle de la ville de Brioude et jusqu'à 80% de la consommation l'été. Merci pour ces éléments. On reparlera tout à l'heure effectivement de votre unité. On voit qu'il y a plusieurs types qu'on peut monter en collectif, en individuel. On voit qu'il y a différents process, différentes méthodes. Est-ce qu'on peut regarder peut-être un petit peu ce qui se passe dans le département du Puy-de-Dôme avec vous, Alexandre Breteau? Où est-ce qu'on en est de la méthanisation dans le département du Puy-de-Dôme? Bonjour à toutes et à tous. Dans le Puy-de-Dôme, on va retrouver les différentes technologies qui ont été présentées tout à l'heure, plutôt massivement sur les voies liquides, ce qui est plutôt logique. On a une quinzaine de sites qui sont soit en production, soit en construction, soit en développement avancé. On a historiquement un développement qui s'est plutôt basé sur nos secteurs de moyenne montagne qui s'appuient sur un élevage important. Et donc loin des réseaux de gaz de ville et où les solutions les plus évidentes étaient des solutions à la ferme avec cogénération et production d'électricité. Et c'est plutôt sur cette base-là que ça s'est développé. Aujourd'hui, on a des unités de méthanisation qui se développent un peu plus dans les secteurs à proximité urbaine, qui se situent du nord au sud sur les Limagnes, on va dire, de notre département. Et donc là, avec des fractions différentes d'intrants et qui permettent des plus grandes productions, mais aussi un raccordement au réseau de gaz qui permet de faire de l'injection directe. Donc voilà, on a les différentes typologies de production, de valorisation aujourd'hui dans le département. On a des disparités territoriales importantes sur les secteurs, suivant l'historique qui a conduit au développement ou non de solutions de méthanisation. Et du coup, les dynamiques de développement sont différentes, suivant qu'on est sur un territoire qui connaît des réussites ou des territoires qui malheureusement ont connu des échecs. Mais on pourra reparler du pourquoi des réussites et des échecs un peu plus tard dans nos échanges. Est-ce qu'on peut savoir à peu près quand est-ce que ça a commencé? Ça date de quand les premiers projets de méthanisation sur le territoire? J'ai plus les dates précises Oui, en tête, mais une petite dizaine d'années pour les tout premiers, dont certains se sont appuyés sur des solutions discontinues, solides, qui ont été évoquées tout à l'heure par Guillaume Coquadan, qui ont connu des difficultés, effectivement, sur des technologies qui n'étaient pas extrêmement maîtrisées. Depuis 3-4 ans maintenant, on a un peu plus de projets qui émergent et qui aboutissent sur des technologies beaucoup mieux maîtrisées et qui aujourd'hui fonctionnent très bien sans difficulté. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une phase de dynamique? Est-ce que vous voyez se multiplier les projets de méthanisation? Du point de vue de l'État que je représente, pas assez. Il y a effectivement une volonté, un souhait, que ça soit de la part des acteurs agricoles, mais aussi de collectivités locales qui sont engagées dans des trajectoires de transition énergétique sur leur territoire, au travers de leur plan climat, au travers de dispositions territoire énergie positive. Donc ils s'intéressent à ce sujet, qui essayent de mobiliser les acteurs pertinents, notamment le monde agricole, sur ce sujet-là. Il faut accompagner, il faut continuer de faire connaître. Ça doit pouvoir s'accélérer. On sait qu'on a un potentiel important dans notre département, qui doit être quasiment le département avec le meilleur potentiel de la région. Mais là, je parle sous le contrôle des vrais sachants. Donc voilà, il y a de quoi faire dans notre département. Il faut qu'on aille plus loin. Merci. Alors Guillaume Coquadan, on peut peut-être regarder ce que ça donne au niveau régional, donner quelques repères, quelques chiffres. Oui. Juste aussi, je voudrais rajouter, c'est intéressant le passage par rapport au projet Agripreneur de la cogénération à l'injection. C'est quelque chose qu'on a vu dans beaucoup d'autres projets. Tout simplement parce que historiquement, donc c'était la thermie, après ça a été la cogénération. La cogénération, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que c'est de l'électricité et de la chaleur. Ça a donné des très beaux projets en région, c'est vrai, avec des valorisations de chaleur qui ont permis de chauffer des lycées, par exemple hôteliers, ou de sécher des fourrages, etc. Mais dans ces projets de cogénération,
qui avait, dans certains cas, effectivement, une vraie raison d'être. Il y a aussi, on constate en région, un problème de valorisation de la chaleur. Et en fait, il y a quasi la moitié de l'énergie, puisque dans les cogénérations, la chaleur, c'est à peu près la moitié de l'énergie produite, et qui finalement a du mal à être valorisée. Et du coup, à l'inverse des projets d'injection biométhane qui, eux, quand on met 100 kWh dans un épurateur, il en ressort, je parle sous contrôle de David, mais au moins 95 kg direct dans le réseau. Donc c'est une efficacité. Là, on a fait le calcul récemment en région sur la cogénération. On est en efficacité à 50% de l'énergie qui est vraiment valorisée sous forme d'électricité et sous forme de chaleur. Alors qu'en biométhane, on est à plus de 90%, 85%. Ouais. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis au niveau national, on sait faire de l'électricité autrement. Faire du biométhane autrement qu'en méthanisation, il n'y a que 2-3 autres techniques possibles en émergence, mais en technique mature, il n'y a que la méthanisation. Donc il y a vraiment une priorité sur le biométhane. Et donc on va le voir à travers l'évolution de la filière d'ailleurs aujourd'hui. Alors du coup, là, ce que vous avez, c'est celle-là. Alors ouais, aujourd'hui en région, on est à peu près à 130, à date, on est à 136 unités de méthanisation. Vous voyez que ça a à peu près, ça a démarré à partir de 2011, tout simplement parce que l'État justement a publié des décrets tarifaires pour l'obligation d'achat qui a permis de faire des business plans sécurisés et intéressants pour les agriculteurs. Voilà. Et donc on a une croissance régulière, un peu plus affirmée à partir des années 2016-2017 de la filière, avec donc 136 unités aujourd'hui en région. Par rapport à la répartition dans les départements, et du coup on a d'abord l'Isère, avec 16% des unités en région. Alors là, on parle d'unités de méthanisation au sens large, 136 unités. C'est à la fois, vous allez voir, il y a de l'agricole, il y a des méthanisations sur bout de steppe, qui sont une deuxième filière. Il y a une troisième filière qui est la méthanisation industrielle. Alors c'est des sirops de Tesser, par exemple, à Grenoble, qui méthanisent leurs résidus de sirop. Et puis, il y a la méthanisation sur gaz de décharge. Vous savez, vous mettez vos ordures ménagères, vous fermez tout ça pendant 15 ans, et là, vous récupérez du gaz, c'est du gaz de récupération. Donc 136 unités, ça intègre tout ça. Et du coup, quand on intègre tout ça, l'Isère est en premier. Alors le Puy-de-Dôme, vous êtes où là? Tac. Je n'ai pas en tête exactement, mais 63, on est en 8,6%. En vert. Donc vous êtes dans la moyenne en termes de nombre d'unités. Voilà. Donc voilà où on en est. Les départements les plus dynamiques en région, c'est l'Isère, l'Ain, la Haute-Savoie, la Loire, et il y a l'Allier aussi, je crois, en Auvergne. Voilà. Très bien. Si on passe du coup par rapport à un peu plus en détail sur les typologies, voilà ce que je vous disais, il y a plusieurs filières de méthanisation. Aujourd'hui, ce qui tire la filière, c'est la méthanisation agricole. Alors tout ça, c'est disponible publiquement. Ce que je vous montre, c'est vous allez sur Internet, vous tapez biogaz-aura, biogaz-aura, et vous verrez, vous avez un site Internet qui est déployé par le réseau Ambition de Biogaz 2023. Vous retrouvez tous ces graphes. Et donc, c'est la méthanisation agricole qui tire. On a 84 unités de méthanisation agricole aujourd'hui en région, sur les 136. Et puis, en région, on a une spécificité, c'est une grosse présence des steppes, des stations d'épuration qui ont développé de la méthanisation. Donc voilà, ça c'est... Pardon ? C'est historique, ça date des années 90. Et c'était notamment dans les Savoie, Haute-Savoie, parce que la méthanisation avait comme enjeu de diminuer fortement la matière organique à épandre. Ça abat 50% de la matière organique sur bout de steppe. Et donc pour eux, c'était vraiment une solution pour arriver à valoriser plus facilement les bouts de steppe et à moindre coût. Quand elles étaient incinérées, il y avait moins de choses à incinérer. Voilà. Et donc il y a un gros pool de bouts de steppe. Et puis il y a les décharges qui sont aussi très présentes, qui sont présentes avec 16 unités en région. Donc c'est d'abord de la méthanisation agricole en région, après de la méthanisation sur bout de steppe en nombre d'unités, et après de la méthanisation sur décharge d'ordures ménagères. En termes de production, alors il y a la cogénération qui est aujourd'hui majoritaire en nombre d'unités, voilà, et d'ailleurs aussi en production. Vous voyez, on est à peu près à 470 gigawattheures produits, voilà. Eh bien, il y a 50% qui sont de l'électricité là-dedans. Voilà. Les 70 unités en cogénération produisent 50% de l'énergie en région. 10% de l'énergie en région, c'est de la thermie, c'est de la chaleur. Voilà. Et 40%, c'est de l'injection biométhane. Donc, vous voyez, les 34 unités en injection biométhane qui sont présentes en région, eh bien, elles produisent 40% de l'énergie.
alors qu'elle représente 34 sur 130, à peine un quart. Voilà. Un quart pour la moitié de l'énergie, c'est souvent des unités plus grosses, mais aussi plus efficaces en termes de production d'énergie. Vous avez mentionné la Ambition Biogaz 2023. En fait, c'est une charte qui a été signée par 9 partenaires institutionnels et techniques, une charte pour le développement de la méthanisation dans la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous présenter les objectifs ? Alors, du coup, Ambition Biogaz 2023, en fait, à la base, il y avait beaucoup d'organismes qui travaillaient sur la méthanisation. L'idée, c'était de coordonner tout ça pour arriver à mutualiser des actions et puis à se coordonner dans les actions qu'on faisait au bénéfice de la filière. Et donc, il y a eu 9 signataires qui sont mobilisés, les chambres d'agriculture, GRDF, GRT Gaz, l'État, la région, l'ADEME, nous, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, l'Agence de la transition énergétique au niveau de la région et de l'ADEME. Et puis BPI France, Agence de l'eau. Ils ne sont pas signataires, mais de fait, ils sont aussi dans l'action, effectivement. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'arriver à travailler ensemble au bénéfice de la filière. Et donc, par exemple, ça a donné un exemple concret, c'est un travail entre nous, la région et l'ADEME. Moi, je représente au final la région et l'ADEME, avec l'État pour que les agriculteurs n'aient pas à remplir 3000... Enfin, ils avaient à la base 4 questionnaires à remplir par an. On leur demandait toujours la même chose. Bah là, il n'y en a plus qu'un. Une fois que l'unité était installée ou quand ils étaient en phase Une fois que l'unité était installée. Donc ça, c'est un des exemples de travail là. Et sur le site Biogaz Tirrera, vous aurez aussi du coup les résultats à mi-parcours. Et puis du coup, il y a aussi la journée régionale méthanisation qu'on co-organise tous ensemble. Elle devait se tenir à Saint-Étienne l'année dernière, là, puis elle a été annulée, elle était en visio au final. Mais ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui se disent le matin, l'après-midi, il y a des rendez-vous d'affaires, etc. Voilà, c'est ça. Ambition Biogaz 2023, c'est une mutualisation, une coordination d'action pour atteindre des objectifs qui, aujourd'hui, vont quand même être compliqués à atteindre. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte, nous, en région, de créer un microcosme positif par rapport aux porteurs de projets pour les aider. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Jean-Paul Sauzet, on est là dans une partie de cette table ronde où on fait un petit peu l'état des lieux de la méthanisation sur le territoire. Est-ce qu'au niveau de la Chambre de l'agriculture de la région, vous pouvez nous dire un peu ce que vous constatez, quelles sont les tendances autour de cette filière de la méthanisation ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour préciser, moi je suis basé à Grenoble et j'interviens sur le département de l'Isère. Et j'ai une mission de coordination de l'équipe régionale. Donc j'ai d'autres collègues qui sont répartis en région, un collègue dans l'Ain, dans le Rhône et en Haute-Loire. Et puis on essaie d'étoffer encore la couverture régionale. Et on participe à cette fameuse communauté de travail, comme on peut l'appeler, entre toutes les institutions signataires de la Charte Ambition 2023. Alors, la filière, son niveau de développement... Il y a eu toute la phase décrite par Guillaume tout à l'heure, où effectivement on a vu les premiers projets en cogénération. Moi, les premiers porteurs de projets, ça remonte à 2012, que j'ai vu solliciter la Chambre d'agriculture pour savoir ce qu'il fallait en penser, dans quelle mesure ça pouvait être intéressant pour leur exploitation agricole. On a eu cette phase de cogénération. Finalement, les dynamiques sont très différentes d'un département à l'autre parce que c'est directement déterminé par les ressources disponibles. Et par les systèmes agricoles. On voit par exemple, comme ça a été dit pour la Haute-Loire, voilà, on a une tendance dominante. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ponctuellement, à certains endroits, les conditions réunies pour faire un projet en injection, comme ça a été dit. Dans le département de l'Isère, on a une particularité, c'est qu'on a mis énormément de temps à démarrer. Les premiers projets, il y a eu 3 projets en cogénération, et 8 projets aujourd'hui en injection et quasiment tous collectifs. Parce qu'au regard de la taille des exploitations agricoles, il faut réunir suffisamment de matière pour avoir le minimum requis pour produire suffisamment de gaz pour faire l'injection. Et effectivement, on a la particularité en Isère, si on prend cet exemple-là, d'être relativement bien desservi en réseau de gaz parce qu'il y a une forte densité de population. Parce que souvent le réseau de gaz est déterminé par la densité urbaine. Et donc ça a mis plus de temps, parce que les projets collectifs sont plus longs à monter. Et donc on a pu comme ça, ces 5 dernières années, voir sortir 7-8 projets en injection.
Mais à chaque fois, c'est directement déterminé par la capacité. Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent aussi. C'est la disponibilité du foncier, la dynamique agricole, la disponibilité des ressources, les surfaces d'épandage qu'on oublie souvent de prendre en compte dès l'émergence de projets, mais dans quelle mesure on va pouvoir épandre les matières qui ont un réel intérêt agronomique, mais qui aussi peuvent avoir des concurrences d'usage des sols par rapport à d'autres matières déjà épandues, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là vont faire qu'on va avoir plutôt tel modèle ou tel autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les modèles économiques qu'on voit sont plutôt autour de l'injection parce que l'efficacité énergétique est plus grande. Voilà, on est plutôt dans ces logiques-là, même si on ne désespère pas de voir des modèles un peu plus petits à terme. Et on a vu que la filière a fait d'énormes progrès dans ce domaine-là. Les premiers projets en injection n'étaient pas envisageables à moins de 500 normomètres cubes dans les années 2015. Si on se réfère à cette période-là, en dessous de 500 normomètres cubes, le modèle économique n'existait pas. Aujourd'hui, là, on est à 80, vous disiez. Voilà. Donc, alors, maintenant, avec l'inflation, on repart dans l'autre sens. Parce que les coûts d'investissement sont plus élevés. Donc, à 80 normomètres cubes, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Il faut plutôt être sur du 100, 120 normomètres cubes pour arriver à absorber les coûts d'investissement. Donc, ça suit aussi des tendances, des contextes, y compris des contextes géopolitiques comme ceux qu'on vit en ce moment, quoi. Bien sûr. Et tout à l'heure, on disait qu'il y avait peut-être pas suffisamment de projets qui se développaient ces dernières années. Est-ce que vous aussi, vous constatez ça et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redynamiser un petit peu, redonner un élan à la filière de la méthanisation? Alors, c'est un constat qu'on fait depuis 2 ans à peu près, depuis la période Covid, avec le début de l'inflation qui s'est marqué à ce moment-là, et des capacités d'investissement de la part des agriculteurs qui trouvent leurs limites sur des projets. On ne l'a pas évoqué encore, mais quand on est sur de l'injection, sur des tailles qu'on a évoquées, là, l'ordre de grandeur, c'est 5 millions d'euros pour financer l'investissement. Et au regard de l'exigence des banques pour la levée de dettes, la capacité d'autofinancement des agriculteurs trouve rapidement leurs limites sur les structures d'exploitation qu'on peut avoir dans nos territoires. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des compromis. Déjà, il faut avoir de la matière qui permette d'atteindre ces puissances-là. Donc les matières ont été identifiées par Guillaume tout à l'heure, donc les effluents d'élevage, les productions végétales qu'on peut trouver, les résidus de culture, les biodéchets. Et c'est la balance de tout ça au regard des ressources du territoire qui vont faire qu'on pourra atteindre ce niveau de production de 100-120 normomètres cubes minimum. Et voilà, donc il y a cet aspect-là, et il faut le sécuriser au regard des prêteurs, des banques et des financiers et des financeurs, l'ADEME, la région, pour convaincre que ça va les rassurer sur le fait que l'unité va bien fonctionner. Donc jusqu'à maintenant, on avait plutôt une tendance à sécuriser en affichant un pourcentage de cultures intermédiaires à vocation énergétique, notamment, parce que c'est des productions issues des fermes, etc. Et au vu, à l'expérience, on voit que ceux qui ont commencé effectivement avec ce type de gisement, quand des opportunités se présentent, notamment sur les biodéchets, ils vont vers les biodéchets. Ils n'ont pas tous la même application du point de vue réglementaire, mais on voit une diversification des gisements quand c'est possible. On voit des offres aussi qui se diversifient sur la valorisation de l'énergie. Ce qui est frappant, je trouve, avec le recul, c'est qu'on a de plus en plus de solutions ou de perspectives possibles pour s'adapter au contexte des territoires. Alors qu'au départ, on avait vraiment des modèles cogénération et puis on en sortait difficilement. Maintenant, plus ça va, plus en termes de... Alors en dimensionnement, il y a encore des progrès à faire. Mais on a une diversité, en tout cas, des modèles. Des modèles, et puis sans doute aussi une filière qui se professionnalise aussi. Très bien. Voilà. Ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est l'accompagnement des porteurs de projets, puisque c'est un peu le cœur de nos métiers.
de conseillers agricoles auprès des porteurs de projets. Donc, on est très impliqué au sein de la communauté de travail Ambition 2023 parce que ça repose également sur des structures régionales et départementales, notamment des comités départementaux, au sein desquels on va retrouver toutes les institutions qui ont été évoquées, donc les financeurs, la région, l'ADEME, les services de l'État. C'est piloté d'ailleurs par les services de l'État. Nous y sommes présents aussi et on auditionne les porteurs de projets avant que les dossiers soient déposés pour instruction, pour permettre de faire des recommandations au regard de notre retour d'expérience. Donc ça, c'est très important parce que comme ça, on peut alerter, on peut avoir des points de vigilance sur la nature des gisements que le porteur de projet affiche. Et nous, on a des voyants qui peuvent s'allumer au rouge si on considère que non, c'est trop risqué d'imaginer ce type de gisement par rapport à d'autres. Et en disant, il faut prévoir un plan B parce que sinon, vous risquez de vous retrouver en difficulté certaines années ou voilà, des choses comme ça. Et il y a un accompagnement de proximité qui est fait par tous les services et les institutions pour veiller à la robustesse des projets. Mais justement, on va en parler parce que c'est vrai qu'un projet de méthanisation, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande aussi des connaissances. Il faut bien se renseigner sur tout ce qui est faisable et ce qui est le plus adapté. Il y a plein de paramètres finalement à prendre en compte quand on se lance dans un projet comme celui-ci et puis ça s'étale sur plusieurs années. Quelles sont les grandes étapes, si on peut les distinguer peut-être dans la construction d'un projet ? Alors les recommandations qu'on peut faire, c'est déjà de garder son libre arbitre le plus longtemps possible au regard des offres qui peuvent exister. C'est-à-dire, en gros, en tant que Chambre d'agriculture, nous on propose de faire des pré-diagnostics déjà pour voir si l'agriculteur ou le collectif d'agriculteurs ou même une collectivité locale, puisque ça peut être le cas, ont raison de se poser la question de développer la méthanisation sur l'exploitation, sur le territoire, etc. Donc ça, c'est quand ils en sont au stade de l'idée. De l'idée. L'idée, le souhait de monter une unité. OK. Absolument. Donc ça peut aussi trouver son relais dans ce qui a été évoqué tout à l'heure, les plans climat des collectivités locales. Parce qu'elles ont des objectifs à atteindre, elles identifient la méthanisation comme une possibilité. Et derrière, nous, on peut démarrer des ordres de grandeur. Voilà, par rapport au gisement, est-ce qu'on est dans des ordres de grandeur qui permettent d'envisager une suite plus précise. Donc ça permet déjà d'envisager des débuts de scénario où se situent les gisements agricoles, puisque les gisements agricoles, ça représente plus de 80% du potentiel, hein, je ne crois pas me tromper beaucoup, mais en région, c'est à peu près ça. 80% du potentiel méthanogène, c'est issu des fermes. Donc, où sont les fermes sur le territoire ou à proximité d'une ferme qui a une idée mais qui ne sera pas en capacité seule d'atteindre le modèle économique. Il faudra qu'elle associe d'autres fermes. Donc, on peut déjà travailler autour de ça. Vous pouvez faire le lien aussi entre plusieurs exploitations éventuellement qui pourraient se regrouper sur un projet collectif. On peut faire de l'animation de territoire pour expliquer ce qu'est la méthanisation, faire des visites de sites pour... rassurer aussi pour montrer à quoi ça ressemble et discuter avec des collègues pour effectivement les porteurs de projets doivent nécessairement voir un maximum d'unités pour se rendre compte dans quoi ils se lancent et quels intérêts, quels bénéfices ils peuvent en tirer. Donc voilà, cette première étape d'études préalables. Après, on peut aussi toujours au niveau des chambres d'agriculture, accompagner sur la rédaction d'un cahier des charges d'appel d'offres pour lancer une phase d'étude de faisabilité. Où là, nous, on ne prétend pas faire l'étude de faisabilité. Dans certaines régions, dans certains départements en France, les chambres d'agriculture font ces études de faisabilité. Nous, notre posture, pour l'instant, on préfère rester aux côtés des maîtres d'ouvrage et en permanence être le côté neutre, objectif et sans parti pris et de pouvoir conseiller de cette manière-là. Donc après, une étude de faisabilité, c'est un bureau d'études qui va faire des dimensionnements, qui va faire les business plans, des hypothèses au regard de scénarios qui auront été identifiés et voilà. Et progressivement, également intégrer la capacité financière des agriculteurs à porter seuls le projet ou pas. Et si ils ne peuvent pas porter seuls le projet, avec
quel tiers financeur, co-investisseur, parce que ça c'est un peu la tendance actuelle, vu le prix, le coût d'investissement, on voit ces tendances-là se dessiner. Donc avec qui on s'associe, on est prêt à se marier, alors qu'on peut avoir des intérêts qui ne seront pas divergents, mais qui ne seront pas forcément les mêmes, à s'associer dans un projet avec des gens qui soit apportent de la matière, récupèrent du digesta et vont avoir un intérêt direct avec leur exploitation, et puis des simples apporteurs de capitaux. Voilà, donc toutes ces choses-là doivent être prises en compte assez rapidement. Et puis après, c'est le dépôt des dossiers pour instruction, demande de financement, etc. Avec le passage que j'évoquais tout à l'heure en comité départemental méthanisation pour voir si on n'a rien oublié, si on a un projet robuste. Donc ça permet aussi de gagner du temps. C'est-à-dire c'est toujours préférable d'anticiper des freins ou des limites que les DDT pourront identifier au regard de l'urbanisme, par exemple. Il y a plein de questions très Ça importantes permet à prendre de en compte. gagner du temps, mais dans un premier temps, il faut en investir un peu plus pour être sur cette phase d'études et de faisabilité. Et comprendre le niveau d'exigence des institutions qui vont instruire les dossiers, parce que derrière, c'est de la réglementation, c'est des choses qui... Et puis tout un volet que je n'ai pas du tout évoqué, mais qui est important, mais je pense que tout le monde pourra témoigner là-dessus, c'est sur les questions d'acceptabilité locale. Oui, on va en parler un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Breteau, vous proposez aussi un accompagnement au niveau de la DDT 63 pour les porteurs de projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec eux ? Oui, tout à fait, mais ça a été évoqué. On a dans notre département un comité dit comité des énergies renouvelables qui a deux façons de fonctionner puisqu'on accompagne autant les projets photovoltaïques que les projets de méthanisation. On retrouve effectivement l'ensemble des acteurs qui ont été cités tout à l'heure qui font partie du réseau Ambition Biogaz 63 sur lequel on s'appuie pour aller chercher de l'expertise et du conseil et qui nous a bien accompagnés sur notamment comment accompagner les porteurs de projets. Le déroulé est assez simple pour nous. On vise dans notre département de rencontrer les porteurs de projets au moins 2 fois dans cette configuration, dès l'émergence du projet, ou plutôt dès que le porteur de projet a besoin d'échanger, dès qu'on identifie que le projet est émergent. On organise une réunion pour identifier tous les points de facilitation que l'on pourrait apporter, toutes les ressources financières, soit pour le projet, soit pour la phase d'étude. Et c'est important aussi de pouvoir financer des études parce que lorsqu'on se lance dans un projet, on investit du temps, mais surtout de l'argent au départ. Et ça, il faut pouvoir le rentabiliser plus tard. Donc il faut intégrer qu'on se lance dans un processus long et coûteux. Et donc c'est important d'avoir aussi des accompagnements sur le financement des phases d'études. On regarde des sujets techniques sur la solution qui a été retenue, quels sont les intrants qui sont disponibles, comment on peut... maximiser l'usage de ces intrants pour assurer une production soutenable, un business plan qui tient la route. Donc on fait beaucoup de conseils finalement vers le porteur de projet pour l'aider à définir le meilleur chemin et le meilleur outil à mettre en place sur son territoire. Et puis effectivement, on traite aussi la question d'acceptabilité, puisque c'est le rôle de la DDT de faire du lien avec les experts du sujet sur ces thématiques, que ce soit financeurs, experts agricoles ou experts méthanisation, mais de faire du lien aussi avec le territoire. Donc dans ces comités ENR, systématiquement, on invite et la commune du site d'implantation prévu, ainsi que la communauté de communes, pour que les élus soient impliqués, entendent ce qui se dit, et n'entendent pas que des bruits de couloir, qui parfois sont délétères par rapport à des projets, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, mais on y revient tout à l'heure sur l'acceptabilité. Et ce lien, il doit aussi permettre d'intégrer ces objets dans des projets de territoire. Les projets de territoire, ils sont portés par des élus, ils s'appuient sur des volontés, comme ça a été dit, de plans de transition énergétique. C'est important qu'ils puissent l'intégrer. C'est d'autant plus facilitant que certains territoires ont inscrit la méthanisation comme étant des souhaits de développement forts. Donc il faut pouvoir faire ce lien avec les élus. Ça peut faciliter le développement de projets, sa communication, son acceptabilité vis-à-vis de la population. Merci beaucoup. Au niveau de la région aussi, vous avez des outils pour accompagner les projets ? Alors, oui. Alors, du coup, en fait, pour résumer aussi un petit peu ce développement de projet, vous avez compris, il y a plusieurs phases, l'émergence, la faisabilité et le développement de projet. Mais je trouve qu'il y a une phrase qui va bien, c'est qu'il faut se presser lentement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même
voilà, être bien intense, hein, parce que c'est intéressant le développement de projet, ça vous prend du temps, c'est intéressant, faut le tenir, faut pas le laisser voilà, en friche, mais il faut prendre le temps vraiment du coup de faire chaque étape correctement et tout ça, parce qu'on a vu quand même des projets en région qui ont brûlé des étapes. Alors quand vous brûlez des étapes, mais que vous tombez sur le bon cheval, bon, ça peut passer. Mais je peux vous assurer qu'il y en a quelques-uns qui du coup sont tombés sur le mauvais cheval. Vous avez signalé un projet en Puy-de-Dôme, là, qui, en voie sèche d'ailleurs, avait eu des soucis. Eh bien, là, ça, on peut quand même l'éviter. On a des méthodes. On sait aujourd'hui le développement vertueux de projet. On est quelques-uns à savoir, on va dire pas savoir, c'est pas de la science, des mathématiques, mais à en tout cas avoir un chemin qui garantit plus de succès et plus sécurisé que d'autres. Donc voilà, pressez-vous lentement. Au niveau de la région et de l'ADEME, en fait, il faut savoir que ces études de développement, etc., ça a un coût. Et donc, en fait, il y a des aides. Hein. C'est l'ADEME principalement qui aide à la décision. C'est des aides qui vont à 70% du montant de l'étude hors taxe. Hein, mais 70% des études sont aidées. Il reste 30% à la charge des porteurs de projets. Voilà. Et puis, voilà les principaux dispositifs aujourd'hui en place. Il y en a eu qui ont existé, qui ne sont plus là présents, mais les principaux dispositifs en place, c'est les aides à la décision qui sont là pour justement faire en sorte que vous alliez tranquillement, mais aussi de manière efficace dans le développement de projet. Juste, en fait, je voulais juste revenir, parce qu'on parle de normomètres cubes, de kilowatts électriques et tout. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes bien usité, mais en gros, 100 normomètres cubes, c'est les unités moyennes en région en injection. Ça permet de fournir l'équivalent en énergie de 1800 foyers en logement neuf. Voilà. 1800 foyers en logement neuf, c'est l'unité de méthanisation moyenne en injection biométhane en région. Alors en matière entrante, par contre, du coup, ça c'est la question piège quand même, chers amis, parce que ça va dépendre. Ouais, alors par contre, on est sur du. Ça va dépendre quand même de. Non, puis surtout de la valeur fertile, voilà, une potentielle métallogène, c'est-à-dire qu'avec des biodéchets, on va avoir moins de tonnage, mais grosso modo, on est entre 15 000 et 30 000 tonnes intrante, quoi. Voilà. Mais, pardon ? Oui, voilà, ouais. je pense parce que honnêtement, 100 normomètres cubes, vous pouvez le faire de plein de façons quand même. Ouais. Vous pouvez le faire qu'avec du fumier, et là il va falloir quand même 25 000 à 30 000 tonnes. Vous pouvez le faire pas qu'avec des biodéchets, parce que c'est un peu compliqué quand même au niveau de la biologie, mais avec majoritairement des biodéchets, enfin majoritairement du fumier, mais une grande quantité de biodéchets. À ce moment-là, vous êtes plutôt autour de 15 000 tonnes. Voilà, on va voir. Hein, oui, qu'en est-il chez vous, Nathan ? C'est combien pour produire Alors, du coup, nous, on a une production donc, de 80 normomètres cubes avec un tonnage annuel de 11 000 tonnes. 11 000 tonnes. Voilà. Sur une base avec 60% d'effluents d'élevage et le reste en couverts végétaux. Voilà. Gardez le micro parce que c'est intéressant qu'on puisse parler de la manière dont vous avez été accompagné dans le projet. On l'a dit, c'est des projets qui sont longs. Pour votre projet en Haute-Loire, l'idée est née en 2010. La première injection de gaz, c'est août 2019. Donc il faut s'accrocher quand même. Comment est-ce que vous avez été accompagné sur le projet ? Donc c'est vrai que nous, on a eu 9 ans de projet, ce qui est plutôt long du fait déjà qu'on était un collectif. Donc comme on l'a dit précédemment, quand c'est un projet collectif, il y a forcément plus de temps, le temps de réunir tout le monde, que tout le monde soit en accord avec le projet. Et aussi du fait qu'on soit passé au début sur un projet de cogénération, puis ensuite on est reparti sur de l'injection. Donc sur les différentes étapes du projet, donc, au tout début, on a assisté plutôt à des formations et des réunions d'information, notamment organisées par la Chambre d'agriculture, pour que tout le collectif soit bien conscient de ce que c'est la méthanisation et ce que ça implique. Donc on a très vite vu qu'on avait le potentiel et les gisements sur nos exploitations. Donc ensuite, on a été accompagné par un bureau d'études tout au long de notre projet pour nous conseiller sur les différentes techniques qu'on pouvait utiliser, lesquelles étaient les plus adaptées pour notre type d'intrants. C'est vrai que chaque méthanisation a ses particularités. Il y a très rarement deux méthanisations qui sont identiques. Ça dépend vraiment de nos intrants, du territoire dans lequel on est, des exploitants aussi. Donc c'est vrai que les projets sont plutôt longs à monter, mais c'est vrai que c'est important de prendre son temps et de pas griller les étapes pour au final avoir une méthanisation qui fonctionne bien et qui nous correspond. Vous êtes donc 5 exploitations à
gérer cette unité-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous organisez concrètement, comment vous travaillez? Donc on est 5 exploitations à fournir en intrant le méthaniseur et on est 2 responsables de site. Voilà, on alterne une semaine de garde chacun. Et ensuite, toutes les exploitations donc, emmènent tous leurs effluents sur le site avec des rotations de curage et d'approvisionnement pour avoir de la matière la plus fraîche possible au niveau des effluents. Et ensuite, pour les récoltes de couverts végétaux, on fait des récoltes en commun et des chantiers collectifs. Mais comment est-ce que vous avez réussi à dégager du temps pour gérer cette unité? Parce que ça vient prendre du temps de travail sur votre exploitation. Donc c'est vrai que le temps supplémentaire consacré à la méthanisation a permis aussi l'installation sur les exploitations de nouvelles personnes. Et ensuite, on est venu vraiment greffer la méthanisation sur chaque ferme sans modifier les systèmes d'élevage déjà présents. C'était vraiment une source de diversification et on est venu greffer vraiment sans modifier nos systèmes actuels sur les exploitations. C'était très important pour nous aussi de ne pas perturber le fonctionnement existant de chaque exploitation. Et vous y consacrez combien de temps par semaine ou par mois? Donc c'est très variable. En temps fixe, on va pouvoir parler d'autour de 2 à 3 heures par jour, si tout se passe bien. Mais après, c'est vrai que c'est un gros temps de disponibilité. À tout moment, on peut être appelé pour une panne, une coupure d'injection. Donc c'est vraiment d'avoir de la disponibilité à tout moment en fait, pour intervenir sur le site. On a pas mal parlé de tous les points auxquels il fallait bien veiller pour la réussite du projet, mais peut-être qu'on peut s'attarder un petit peu sur les points de vigilance. La disponibilité, ça en fait partie. Peut-être Monsieur Breteau voulait évoquer quelques points qui vous semblent importants, auxquels il faut bien veiller quand on monte son projet pour éviter que le projet soit ne se fasse pas, soit ne fonctionne pas bien. C'est des points que l'on a identifiés au fur et à mesure des prises d'expérience par rapport à des projets qui n'ont pas abouti ou qui ont été mal développés. Je pourrais prendre une certaine métaphore. Imaginons que demain vous souhaitiez devenir champion de course rallye. Il y a plusieurs façons de porter ce projet, mais il y a plusieurs façons de ne pas y arriver. Imaginons que vous alliez face à un constructeur et puis vous dites j'ai besoin d'acheter une voiture de course et il vous vend une voiture de course hydrogène et vous n'avez pas une seule station hydrogène à moins de 200 km de chez vous. Vous avez mal étudié du coup le potentiel de votre territoire et donc voilà un point d'écueil si on veut comparer à la méthanisation, bien regarder quel est le potentiel de matière et qu'est-ce que je peux en faire. Vous pouvez vous rapprocher d'un vendeur de voitures de rallye et puis lui dire j'ai besoin d'une voiture de course pour gagner. Voilà, je veux me lancer là-dedans et il n'a pas bien compris votre commande, il vous vend un outil qui est une Formule 1. Pour faire du rallye, vous n'allez jamais y arriver. Et donc, sur la méthanisation, on a vu des choses similaires. On vous vend un outil industriel qui peut faire de la méthanisation, mais qui n'est pas adapté à votre besoin. Et donc, vous n'arrivez jamais à le faire tourner, vous n'arrivez jamais à en profiter. Et finalement, ça ne tourne pas. Il y a des pertes financières au bout. On peut avoir aussi la situation où vous avez trouvé un fournisseur australien qui vous vend une super bagnole de rallye. Vous allez dire, avec ça va carburer. Le véhicule n'est pas autorisé à circuler en Europe. C'est-à-dire, si je fais le parallèle avec la méthanisation, vous avez un projet qui ne rentre pas dans les clous de la réglementation des contrôles des ICPE, des installations classées à la protection de l'environnement, ou qui ne correspond pas, vu son site d'installation, aux règles d'urbanisme, c'est-à-dire que vous n'avez pas de permis de construire. Donc, on vous a vendu un très bel outil, mais vous n'avez pas le droit de l'installer ni de le faire fonctionner. Voilà des situations qui sont très problématiques. Et la dernière, une fois qu'on a réussi à passer toutes ces étapes, on sait qu'on a un potentiel intéressant, on va réussir à le valoriser. On a le bon outil qui est adapté, qui est autorisable et que l'on peut installer à cet endroit-là. J'allais en oublier un. Si on vous vend une voiture de rallye et que dès que vous avez un pneu crevé, vous ne savez pas le changer, vous ne savez pas le réparer, parce qu'on vous a juste vendu l'outil, mais on ne vous a pas vendu la maintenance qui va avec le véhicule, c'est tout de suite un point d'écueil important qui peut poser des problèmes, voire vous coûter de l'argent, parce qu'il va falloir appeler un prestataire pour faire l'entretien du véhicule. Pensez à l'entretien dès la phase de construction, dès la phase d'élaboration du projet. C'est extrêmement important parce que ça peut offrir une continuité en allant chercher un prestataire qui fait les deux. Alors, j'ai pas d'action chez Metalac, c'est juste que j'ai vu l'affiche qui est là-bas. C'est marqué études, conception, montage, maintenance et suivi biologique. Des offres comme ça existe. On vous fait tout en un. On vous accompagne sur l'élaboration de votre outil, on vous le construit et on fait du suivi maintenance derrière. C'est ces solutions-là sur lesquelles il faut aller. Et enfin, dernière chose,
si vous achetez une voiture de rallye demain et que vous vous amusez à tourner autour de chez vous, peut-être que tous vos voisins vont être d'un seul coup très furax d'avoir beaucoup de bruit, même le dimanche matin. L'acceptabilité sur le territoire, le fait de s'implanter à un endroit, c'est pas neutre. La méthanisation, c'est encore mystérieux dans l'esprit de la plupart des gens. C'est des choses que, pour la plupart d'entre nous, on ne connaissait pas lorsqu'on est venu au monde sur cette bonne vieille France, où de la méthanisation, il n'y en avait pas en termes d'installation industrielle. Quand on ne connaît pas, c'est une réaction humaine normale, on est câblé comme ça, on entend un bruit violent qu'on ne connaît pas, on a peur, on s'enfuit. C'est comme ça qu'on a survécu au fil des générations par rapport à nos prédateurs naturels. Là, c'est un peu la même chose. Les gens ne connaissant pas, s'ils n'ont pas d'informations, ça permet de déployer des sentiments de peur ou de méfiance. Donc, c'est normal de se poser des questions, c'est normal qu'on pose des questions aux porteurs de projets, que les populations aient à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cet outil, quelles sont ses incidences, quels sont ses éventuels effets. C'est normal de se poser ces questions. Le pire à faire dans ce genre de cas, c'est de ne pas y répondre. C'est de ne pas répondre aux interrogations. On n'a pas de réponse déjà en premier lieu, et puis après, on vient combler les blancs comme on peut, c'est-à-dire qu'on s'apporte les propres réponses, et on se dit, si on ne me dit rien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on me cache quelque chose. Et là se cristallisent, on va dire, les peurs, les craintes, et c'est comme ça qu'on va avoir des oppositions qui vont se concrétiser très nettement sur le terrain. Donc, un des bons conseils, un des meilleurs conseils, je crois, que l'on peut apporter aux porteurs de projets, et qu'on leur donne en termes de recommandations, mais aussi en termes de moyens de faire, en termes de subventions qui peuvent aider justement à assurer cette communication, c'est justement de communiquer. Vous avez une idée de développement, parlez de votre projet autour de vous, parlez-en à vos futurs riverains ou riverains à proximité, parlez-en aux élus, parlez-en aux services de l'État, parlez-en aux chambres d'agriculture, parlez-en un maximum. Faites-vous connaître, diffusez de l'information. C'est la meilleure chose que vous avez à faire. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous avez là la meilleure possibilité de passer des jours et des nuits difficiles. Peut-être qu'on peut avoir le témoignage de Nathan Lamas sur ce point-là. Comment est-ce que vous avez communiqué sur le projet? Comment est-ce qu'il a été accepté par la population, les élus? Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu de soucis majeurs au niveau de l'acceptabilité sur le territoire. Notre projet s'est plutôt bien intégré. On a d'abord commencé par aller voir les conseils municipaux, participer à leurs réunions pour vraiment expliquer aux communes qui entouraient le site ce que c'était la méthanisation et surtout notre projet, en quoi il consistait. Donc c'est vrai que c'était plutôt une réticence d'une certaine population par rapport à vraiment un manque d'information, une méconnaissance de la méthanisation et tout de suite des appréhensions et des idées reçues. Donc voilà, nous on a été vraiment dans les conseils municipaux et dans un second temps à la rencontre de certains habitants qui étaient vraiment plus récalcitrants en leur expliquant vraiment ce qu'il en était. Et c'est important aussi que les personnes porteurs de projet aillent à la rencontre de la population qui les entoure pour vraiment expliquer ce qu'il en est. Quelles étaient la nature des appréhensions au niveau de la population, des quelques habitants qui craignaient un petit peu les impacts de ce projet? Donc les appréhensions, c'était surtout les nuisances au niveau des odeurs et du bruit. Donc voilà, on a expliqué qu'il n'y avait pas de crainte à avoir sur ces sujets-là. On a également participé aussi à des visites, faire visiter aux élus locaux d'autres sites de méthanisation pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il n'y a pas de nuisances particulières. Et ensuite, voilà. Et donc vous, là, votre projet aujourd'hui, votre unité, elle ne produit pas de nuisances pour les habitants? Non, aujourd'hui, tout se passe très bien avec notre voisinage. On a les premières maisons qui se situent à 300 mètres de l'unité. On n'a aucun souci sur le fonctionnement. On a ensuite, lors de la mise en route de notre unité, on a organisé une inauguration qui a permis à tout le monde vraiment de venir constater sur le site qu'il n'y avait aucun problème sur ces sujets-là. Est-ce que vous identifiez, messieurs, d'autres pistes pour venir faire accepter le projet et vraiment être dans cette démarche de communication autour du projet? Moi, je voulais évoquer le fait qu'on pouvait abaisser les nuisances et non pas en rajouter, et notamment sur la question des odeurs au moment des épandages. Parce que la méthanisation a aussi pour vertu de faire tomber les nuisances olfactives au moment de la digestion dans le méthaniseur. Et donc, au moment des épandages du digestat, on a un produit parfaitement désodorisé au regard des matières qu'on met dedans, quoi. Donc, en zone périurbaine notamment,
et avec les contraintes d'épandage à proximité des maisons, on a vraiment un bénéfice très, très, très net. Un autre aspect que je voulais évoquer, c'est sur les conditions du maintien d'une agriculture robuste, et notamment d'élevage, dans des zones pas forcément simples et où on a une pression urbaine. Et c'est un argument qu'un élu avait évoqué auprès de sa population en disant, vous voyez, là, toute la zone, là, on est une commune périurbaine, enfin rurale, mais quand même colonisée peu à peu et très convoitée par des néo-ruraux qui veulent habiter dans notre commune parce qu'on a un cadre de vie, etc. Vous voyez toute la zone là qui est encore non constructible et qui est exploitée par des agriculteurs. Le projet de méthanisation, il a vocation à permettre à ces agriculteurs-là de garder leur activité, de faire en sorte que dans 20 ans, on aura encore une agriculture sur notre commune. Si on n'a pas le projet de méthanisation, ils vont être beaucoup moins autonomes, ils vont acheter des engrais, au prix des engrais actuellement, économiquement, la méthanisation, au-delà de la vente de gaz, présente des bénéfices pour que ces fermes puissent tenir le coup les années qui viennent. Et je trouvais que c'était un argument très fort de la part d'un élu pour dire, ben voilà, si je n'ai pas des fermes qui restent et qui sont vivantes, au prochain PLUI, je ne pourrai plus résister par rapport à la pression qu'on va exercer pour que ces zones passent en terrain à bâtir, quoi. Voilà, une illustration. Le fait, parce que ça, c'est un élément qui est souvent apporté par des gens qui craignent l'arrivée d'une méthanisation, c'est la perte de la valeur de la maison qu'ils ont mis parfois 20-30 ans à payer. Donc ça peut se comprendre, hein, ça s'entend tout à fait. De toute façon, toutes les craintes qui sont exprimées sont tout à fait normales. Il faut vraiment les considérer comme ça et non pas, c'est pas des gens qui sont anti-méta ou qui sont contre la méta. Ils ont des craintes légitimes quand on voit arriver un équipement de cette nature à côté de chez soi. Et sur la perte de la valeur du patrimoine immobilier, il y a des études qui ont été faites à proximité d'unités de méthanisation où il y a des maisons et rien n'a été attesté de ce point de vue-là. Et on ne voit pas de baisse dans la mesure où on a une unité bien conçue et bien gérée. Il n'y a pas de raison d'avoir des effets de ce type-là, quoi. Merci pour cet argument. Ça fait un bon lien avec la dernière partie de cette table ronde où on va parler des bénéfices, hein, des bénéfices pour les agriculteurs, des bénéfices pour le territoire, parce que même si on voit que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'il faut être bien accompagné, il y a quand même des intérêts et des bénéfices. Peut-être que vous vouliez compléter vous vouliez passer sur cette partie aussi. Voilà. Allez-y. Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus parce que des co-bénéfices sur les territoires, il peut y en avoir de plusieurs natures. Donc, ce que vous évoquiez effectivement sur la question des épandages et des odeurs, les digestats sont souvent reconnus comme pouvant être des engrais utilisés dans l'agriculture biologique, et notamment maraîchère. Donc, on peut imaginer à proximité de tissus urbains, lorsqu'on veut développer des plans des PAT, je ne sais plus le sigle. Programme d'approvisionnement territorial, merci, où on cherche à produire localement et à consommer localement tout ce qui est vivrier. Ça peut se coupler très facilement à de la méthanisation par la valorisation du digestat, donc pour nourrir nos cultures. Si on est en cogénération, l'usage de chaleur peut être valorisé dans des serres qui permettent de faire des cultures hors période. Donc on a un gain agricole à la fois sur le fonctionnement de l'outil agricole mais aussi sur ses débouchés éventuels. L'injection du biogaz dans les réseaux de gaz permet de décarboner tout simplement l'activité et notre vie quotidienne, notamment au niveau du chauffage, ce qui est important puisque l'ensemble de la vision de l'État sur ce sujet et pourquoi on pousse à développer la méthanisation. Certes, vu la conjecture, c'est se sortir de notre dépendance au gaz international, mais depuis de nombreuses années, avant les soubresauts que l'on connaît aujourd'hui, la première des volontés, c'était de diminuer notre empreinte carbone et de diminuer les émissions de CO2. Remplacer du méthane que l'on extrait du sol pour mettre du carbone dans l'atmosphère par du méthane qui est produit à partir des déchets agricoles, c'est forcément vertueux, parce que là, on est sur une économie circulaire du carbone, j'allais dire. Le carbone est capté par les plantes, il est transformé dans le méthaniseur en méthane, on le brûle pour chauffer nos maisons et repart dans l'atmosphère. Donc
on ne rajoute rien au système. Là où, lorsque l'on extrait des fossiles, du pétrole et du gaz, on rajoute au système et on accentue le problème de changement climatique. Donc c'est important d'avoir aussi cette vision-là en termes de co-bénéfices. Et puis j'ai envie de dire, il y a des co-bénéfices à venir que l'on commence à identifier, que l'on ne connaît pas encore. On peut imaginer demain fortement développer l'usage du gaz naturel véhicule dans des véhicules lourds notamment de transport. Et je pense qu'il doit exister des projets émergents sur nos différents territoires d'usage de ce gaz, par exemple par une collectivité pour les bennes d'ordures ménagères. On aurait donc une captation des biodéchets par les collectivités locales qui valoriserait au travers de la méthanisation pour produire ce biogaz qui permettrait de faire rouler les véhicules qui vont eux-mêmes chercher les... Donc là, on est vraiment sur de l'économie circulaire. Et ça va venir dans nos territoires demain, parce qu'il faudra faire transiter l'ensemble de nos véhicules, y compris les véhicules lourds, vers des énergies plus vertes et en tout cas décarbonées. Donc voilà des co-bénéfices futurs qui arrivent et qui sont intéressants à avoir à l'esprit. Guillaume Coicadant, peut-être pour compléter sur les bénéfices, les intérêts pour un territoire. Alors, pas facile, parce que tout a été dit, Ouais. déjà presque. Mais, Je vous mets un défi. Non, mais du coup, effectivement, alors, juste sur les gaz à effet de serre, INRAE Transfer a publié une étude récemment. Donc c'est quand même à peu près 180 pages, mais je vous rassure, il y a des résumés qui sont assez sympas à lire et du coup qui sont clairs. Et donc globalement, l'idée c'est qu'ils ont comparé des scénarios vraiment concrètement sur une ferme, avant méta, après méthanisation, avec scénario élevage, culture, etc. Et donc la conclusion en grande ligne, après il y a tout un tas d'indicateurs, mais c'est très intéressant à regarder cette étude, qu'avant méthanisation et après méthanisation, une unité de méthanisation, ça continue malheureusement, comme toute activité, à amener un peu de gaz à effet de serre. Mais ça en amène 75% deux fois moins, enfin 75% de moins que s'il n'y avait pas de méthanisation, justement parce qu'on n'a pas de méthane qui est extrait des ressources du sol. Et puis aussi le méthane du coup des effluents d'élevage qui, quand il est stocké, s'en va dans le ciel, et bien lui, il est transformé quelque part à un moment donné en CO2 qui est 24 fois moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, on a quand même un gain de 75% avec une unité de méthanisation. Donc ça, c'est très important pour les territoires dans le cadre de leur plan T-Pose, de leur plan PCAET, etc. Après, l'économie circulaire, Alexandre, vous l'avez très bien dit. Moi, j'ai un autre exemple. C'est un projet, alors c'est un peu un projet, je ne sais pas si au final ça va être ça, mais l'idée était belle quand même, est belle. Après, il faut y arriver, mais l'idée, c'était... et Jean-Paul a dit, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais avec les engrais de Digesta, on achète moins d'engrais minéraux. C'est quand même... alors là, ça peut poser question, en fait. Comment ça se fait ? Bon, globalement, pour faire simple, il y a un projet auquel on pense qui va donc intégrer les biodéchets. Donc ça, c'est pour les territoires. La méthanisation, c'est une solution de traitement des biodéchets, Alexandre l'a dit. Et donc lui, il va intégrer les biodéchets, des biodéchets qui sont des cantines, qui seront d'ailleurs généralement parfois fournis chez l'agriculteur, dans les magasins de producteurs. Enfin, il y a un circuit local comme ça. Et donc du coup, finalement, les déchets de cantine des élèves vont aller dans le méthaniseur. Ça va faire de l'engrais en supplément, parce qu'avant, ces biodéchets, ça partait parfois en incinération. Donc tout l'azote qui est dans ces biodéchets, c'est ça l'azote supplémentaire. Enfin, il n'y a pas que ça, mais en gros, pour simplifier, quand vous avez des biodéchets dans un méthaniseur que vous ramenez au sol, c'est sûr que ça vous fait de l'azote supplémentaire. L'administration le compte en organique. Et du coup, c'est autant d'azote qu'on ne va pas importer. Et cet azote supplémentaire mis par le Digesta issu des biodéchets des cantines va permettre de refaire des cultures, etc. et de refaire le cycle. Pendant ce temps, le biométhane va faire du bio-GNV pour les bus scolaires qui va amener les écoliers. Alors on espère que quand même, ils vont quand même continuer à trier, même s'ils savent qu'en triant, ça permet de faire venir un bus pour les emmener à l'école. Mais du coup, normalement, ça devrait quand même fonctionner. Et ça, c'est quand même un magnifique outil d'économie circulaire. Voilà. Après, du coup, j'avais juste... Alors, je reviens un peu en arrière, mais une petite anecdote sur l'histoire de la Ferrari qui crève et on n'a pas les pièces. Ça, c'est intéressant. Et ça, on l'a vécu, honnêtement, en région. Un porteur de projet qui était passé directement avec un assemblier... qui avait été, on va dire, non pas... Enfin voilà, les assembliers, ils essayent des choses, etc. Bon, là, il avait essayé un nouveau moteur. Le turbo est tombé en panne. Impossible de retrouver le turbo du moteur.
il a été importé de Chine, il a été bloqué pendant 8 mois aux douanes. Voilà. Et donc, s'il y avait eu un bureau d'études en face de l'assemblier, ce nouveau moteur, ça aurait donné lieu à discussion. On discute plus quand on est à 3 que quand on est tout seul à vendre quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Cette histoire de turbo en région, par exemple, voilà, ça permet de se dire que dans le développement de projet, il y a des écueils qu'on peut, en tout cas, essayer de réduire. Merci. Alexandre Breteau. Oui, je voulais juste rebondir sur les déchets de table. Et ça m'amène à la réflexion suivante. Il faut être aussi en veille des évolutions réglementaires et législatives. Les déchets de table, on en parle beaucoup actuellement pour leur valorisation dans la méthanisation demain. C'est que la loi va imposer aux collectivités locales, à partir du 1er janvier 2025, si je ne dis pas de bêtises, à ce que l'ensemble des déchets de table de cantine et autres activités similaires soient valorisés dans une filière. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des exutoires à ces produits-là. Donc c'est forcément un potentiel demain. Et donc les collectivités vont devoir s'emparer de ça. Et si demain il y a un projet de méthanisation ou une méthanisation qui tourne sur le territoire, ils ont potentiellement une sortie d'évacuation qui est disponible. Donc voilà, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Se rapprocher de bureaux d'études spécialisés, c'est aussi avoir du conseil sur ce genre de choses. Merci. Nathan, allez-y, vous voulez compléter ? Juste, en fait, c'est vrai que pour les territoires, on a tout résumé, mais en résumé, c'est un intérêt par rapport au plan climat, au TEPOS, un intérêt par rapport à l'économie circulaire, au traitement des biodéchets, etc. Et puis, Jean-Paul l'a souligné, et je le ressouligne, sur le maintien de l'agriculture. Hein. Vous êtes à 2-3 heures par jour. En région, en moyenne, c'est très divers, hein, mais en moyenne, on est à 0,6 à 0,8 ETP, 0,8 ETP pour une unité de méthanisation, qui au moment de sa construction fait appel à des plombiers, fait appel à pas mal de gens locaux aussi. Voilà. Et puis du coup une agriculture qui est maintenue, puis une économie locale qui aussi en profite. J'aimerais bien avoir votre retour, Nathan Lamas, sur qu'est-ce qui a changé depuis la mise en place de l'unité de méthanisation. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, à l'exploitation, aux autres exploitants du territoire qui sont dans ce projet collectif ? Donc c'est vrai que pour nous, les deux intérêts, on va dire, majeurs de la méthanisation pour notre projet, ça a vraiment été la diversification de nos activités agricoles, avec, comme on l'a dit, des contrats de vente de gaz sur 15 ans, ce qui sécurise vraiment sur l'avenir, contrairement à nos filières classiques, que ce soit le lait ou la viande. Et un point très important aussi pour nous, ça a été la valorisation de nos effluents. Donc le fait d'épandre des digestats qui sont inodores, qui facilite beaucoup aussi l'acceptabilité dans le territoire lors des épandages. Mais aussi, il nous a permis la mise aux normes de toutes nos exploitations, notamment avec l'arrivée des zones vulnérables. Ça nous a permis de mettre aux normes toutes nos exploitations, tout en valorisant nos effluents. Donc il n'y avait que des points bénéfiques pour nous. Si demain, quelqu'un venait vous voir, un porteur de projet, en disant « voilà, je réfléchis à monter une unité de méthanisation, mais je ne suis pas sûr », qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire pour le convaincre ? Il faut envisager toutes les possibilités, bien identifier ses gisements et aller voir si on n'a pas suffisamment de gisements pour en faire une méthanisation tout seul, aller voir ses voisins. Et le collectif, c'est vraiment quelque chose de très valorisant et aussi enrichissant pour tout le monde. Et ça permet aussi la sécurité tout au long du projet. Donc c'est vraiment identifier ses gisements sur son territoire ou individuellement. Et ensuite, beaucoup de visites, aller voir ce qui se fait un peu partout. Et voilà. Et c'est une expérience humaine aussi, j'imagine, parce Oui, que vous avez dû nouer des liens entre vous. Si, c'est très, très enrichissant et très intéressant de monter un projet collectif comme le nôtre. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose peut-être qu'on se tourne vers la salle pour prendre des questions, parce que c'est aussi tout l'intérêt de ce temps d'échange là ce matin. Il y a beaucoup de contenu qui vous a été présenté et je vous remercie pour la qualité de vos interventions, parce que c'était très, très précis et très riche. Maintenant, on aimerait bien vous donner la parole et vous permettre de poser des questions aux intervenants qui sont là. N'hésitez pas, on va faire passer un micro. N'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez, et puis à indiquer à qui vous souhaitez adresser votre question. J'habite dans l'Allier, je suis juste venu pour me renseigner. Parlez bien près du micro, monsieur. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est les projets d'autoconsommation de gaz.
l'utilisation, parce que c'est vrai que quand on est obligé d'aller faire le plein de gaz de sa voiture, on fait 25-50 km. Est-ce que ça sera possible d'aller dans ces exploitations? Est-ce qu'ils y ont prévu pour les tracteurs qui vont livrer déplacer le digestat ou apporter le fumier? Et aussi les particuliers, parce que quand on est à 2 km de Brioude, moi je vois bien les gens arriver avec leur poubelle dans le coffre, décharger ça et repartir avec du gaz, quoi. On m'a dit que c'était un problème de réglementation, qu'on était obligé de passer par Monsieur Total. Alors, qui souhaite... Concernant les aspects réglementation, Alexandre, vous avez les billes ou... En tout cas, sur le bio-GNV, ce que vous dites là, aller faire le plein à la ferme, aujourd'hui, ça se développe en région. Hein. Enfin, il y a des agriculteurs qui sont eux, là, le projet alors, il y a des stations bio-GNV associées à des injections biométhane. Hein. Puis il y a même des stations bio-GNV associées à de la cogénération, c'est-à-dire qu'en fait, une partie du biogaz ne va pas faire de l'électricité et de la chaleur, mais est épurée pour pouvoir faire du bio-GNV, et l'agriculteur met son tracteur, d'ailleurs, et vous pouvez aller faire le plein. Alors là, du coup, en région, c'est dans la Loire, c'est un peu loin de l'Allier, mais dans l'Allier, peut-être qu'il y aura des projets comme ça, je ne sais pas aussi, en tout cas, c'est possible. Oui. C'est possible. Pour les biodéchets, techniquement, c'est possible. Réglementairement, ça se fait, il y a juste un petit flou honnêtement sur les niveaux de taxation, mais là c'est un point. De toute façon, si c'est une pompe comme la station, donc c'est oui. pas un problème, la taxation se fait, quoi. Mais il n'y a pas de réglementation que l'interdise. Ah, sur le bio-GNV, station de bio-GNV, ça se fait là. Hein. Et ça serait comme moi ma voiture au gaz, ça serait pas de problème. Ah bah si vous avez une voiture au GNV, vous mettez du bio-GNV, elle y verra que du feu, il n'y a pas de problème, c'est la même molécule. L'exemple que donne Guillaume dans la Loire, l'agriculteur qui a ajouté un module épuration à côté de sa cogénération, il a discuté avec les infirmières libérales, c'est ça, du secteur, parce que l'intérêt aussi, c'est l'économie circulaire, c'est ça aussi, c'est la valorisation du gaz par des usagers qui sont particulièrement vulnérables en ce moment au regard du prix de l'énergie. Et quand on pense à tous les services de proximité en milieu rural qui aujourd'hui payent plein pot leur plein de gasoil, voilà, le travail qu'il a fait avec les infirmières libérales de son territoire, c'est de convertir leur flotte au gaz et elles viennent faire le plein chez lui. Et c'est tout à fait possible, c'est déjà possible. Vous n'étiez pas au courant? Si, on a commencé depuis quelques mois effectivement à regarder des solutions de stations en bio-GNV. Mais dans un premier temps, on est plutôt sur d'identifier les consommateurs éventuels qu'on pourrait avoir en face et la sécurisation aussi de tous ces usagers-là. Juste par rapport aux biodéchets à amener directement à la ferme, alors ça je laisserai Alexandre pour voir si c'est possible, mais par contre, en tout cas, il faut bien les trier quand même. Hein, parce que le problème des biodéchets, c'est quand même qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle j'ai perdu le nom de... Ouais, enfin, qu'il n'y ait pas d'indésirable, voilà, parce que les agriculteurs, ça revient après au sol, et donc que le particulier amène directement. Il faut que l'agriculteur soit aussi quand même équipé d'un moyen de bien vérifier qu'il n'y ait pas d'indésirable. Oui, je confirme, il y a plusieurs sujets sur cette hypothèse-là. La capacité de trier et de bien trier au départ, c'est un autre métier qu'on viendrait surajouter. Donc pour une activité agricole, je ne sais pas si c'est forcément pertinent d'aller se reformer sur être en capacité de faire soi-même son tri pour bien valoriser. Surtout que derrière, il y a une responsabilité, parce que si on refait du tri à l'entrée, ça veut dire qu'il y a des choses que l'on va exclure, et ça, on en fait quoi? On le redonne à celui qui l'a amené, on le redonne... Bon. Il vaut mieux s'appuyer sur les structures de tri et de collecte d'ordures ménagères dont c'est le métier et dont c'est la profession, et puis plutôt voir avec eux pour avoir des apports directs. Donc j'imagine qu'il vaut plutôt le faire comme ça. Pour ce qui est de la délivrance auprès de tout un chacun de gaz pour alimenter une voiture, etc., on est sur de la revente d'énergie. Donc je pense qu'il y a quand même des sujets en termes de taxes et d'impôts qui risquent de complexifier les choses. Moi, ma recommandation, et qui est plutôt quand même la vision de l'État, c'est que l'usage du gaz, il vaut mieux le réserver préférentiellement à du transport lourd, parce qu'il est très difficile sur du transport lourd de remplacer du pétrole par de l'électricité sous forme de batterie, parce qu'on aurait beaucoup trop de poids de batterie et on n'est pas efficace en faisant ça. Il faut rester sur des carburants liquides ou semi-liquides ou gazeux. Donc
je recommanderais plutôt pour des acteurs agricoles de voir en premier lieu si la flotte de véhicules agricoles ne peut pas, lui, se transposer vers du gaz et avoir vraiment de l'autoconsommation. C'est-à-dire que c'est les exploitants agricoles qui font partie du projet qui, au travers de leurs véhicules, consomment ce qui peut être sorti en termes de gaz naturel véhicule. Il faut regarder ça d'abord, à mon avis, c'est quand même beaucoup plus efficace pour les exploitants, mais pour la collectivité aussi. Merci. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Bonjour, donc cabinet de conseil en communication et concertation, notamment sur les projets de méta, beaucoup plus en Occitanie. Mais moi, j'avais une question parce que par rapport à l'usage des routes et un gros souci qui semble quand même prendre une part un peu plus importante dans l'acceptabilité au niveau des élus, c'est la possibilité de pouvoir négocier la prise en charge des routes, que ce soit pas au niveau communal, mais plutôt à l'échelle départementale, dans le cadre de projets de méta. Et je voulais savoir si sur la région Auras, c'était un peu quelque chose que vous aviez, mais bon, nous, en Occitanie, on a énormément de réticence des élus par rapport à la baisse de dotation des communes et le fait qu'il y a un frein sur la dégradation des routes, notamment sur des unités collectives qui amènent un peu de trafic routier. Voilà. Effectivement, c'est un sujet. Quand on dit qu'on fait de l'acceptabilité et qu'on communique énormément avec les populations, ça veut dire qu'il faut écouter leurs interrogations. Et la question des volumes de circulation générés par ces projets, notamment lorsqu'ils sont à proximité de bourgs ou que les véhicules ont besoin de traverser les bourgs, vous êtes confrontés aux mêmes questions que nous, je l'ai bien compris. Effectivement, c'est une question. Dans le département du Puy-de-Dôme, je n'ai pas connu de situation où le département venait promettre un entretien sur de la voirie communale dans le cadre d'un projet qu'ils auraient soutenu. En tout cas, ce n'est pas une situation qu'on a déjà croisée. Par contre, je connais des projets qui, étant l'usager presque préférentiel, voire unique d'une portion communale, s'est engagé auprès de la commune à prendre en charge l'entretien du barreau qui lui est nécessaire pour aller délivrer directement son installation. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire partie effectivement de l'accord d'acceptabilité territoriale là-dessus. Après, sur la dégradation réelle des voiries communales ou départementales qui sont liées au trafic, c'est des choses que l'on peut recommander aux porteurs de projets d'étudier, mais qui me paraissent assez difficiles à estimer à moyen constant. Lorsqu'on a des grosses périodes d'ensilage pour les porteurs de projets qui ont des cultures intermédiaires des cives pour valoriser, effectivement, on va avoir beaucoup de flux dans cette période-là, mais les cives qui sont produites dans certaines parties de nos départements aujourd'hui viennent en lieu et place de productions qui ne sont plus valorisées au travers d'une sucrerie, par exemple. Donc il y a une disparition de volume et donc de transit, et le transit il a été redéployé ailleurs. Comment évaluer finalement si c'est plus négatif, plus favorable? C'est quand même des questions extrêmement difficiles. Donc voilà, c'est des questions légitimes, il faut pouvoir les traiter, le porteur de projet doit apporter des éléments. De là à conseiller les porteurs de projet à prendre en charge un entretien routier qui, pour avoir été dans le domaine de la route, je sais ce que ça représente en termes de tarifs, je ne leur recommanderais jamais ça. Oui, c'était juste pour illustrer sur des exemples que j'ai eu, auxquels j'ai été confronté d'unités de méthanisation. Il y a deux sujets. Il y a la question du flux, et à des moments, ça peut être très saisonnier. En général, c'est soit au moment des épandages, soit au moment de la récolte des cives, où on peut avoir pendant une semaine des flux importants. Et là, on recommande généralement aux porteurs de projets de communiquer, voire de faire passer un mot dans le bulletin municipal pour prévenir la population qu'à ce moment-là, bah oui, on est désolé, ça ne va pas durer longtemps, voilà, pour expliquer le pourquoi du comment. Et ça, en général, ça passe bien. Les itinéraires empruntés peuvent se discuter, doivent se discuter aussi avec la commune pour éventuellement modifier des sens de circulation. À chaque fois, on est dans des cas particuliers. Hein. Il peut y avoir des portions départementales, auquel cas il peut y avoir une discussion avec le département, ne serait-ce que pour l'accès principal à utiliser pour aller sur le site. Voilà, où peut y avoir de la communication, mais aussi de la concertation, voire de la négociation. Et après, sur l'entretien, moi, effectivement, j'ai été confronté à une commune qui disait « mais cette unité, elle ne va rien nous rapporter parce qu'on n'a pas de taxe là-dessus. Par contre, vous nous demandez d'entretenir les routes, ça va être compliqué. » Et là,
encore il peut y avoir de la discussion, dans quelle mesure ça peut être pris en charge pour partie dans le projet ou pas. Et on n'est pas que dans la communication. Voilà notre projet, il est beau, il est magnifique et il va apporter plein de choses au territoire. Il faut entendre effectivement ce genre de propos, quoi. Merci beaucoup. Monsieur. Oui, moi c'est plus par curiosité que je viens, parce que je suis professeur retraité de l'INITA de Clermont. J'avais deux questions. J'avais une première question sur l'aspect économique, si vous voulez. C'est-à-dire, je suis arrivé peut-être un peu en retard, mais comment, en fait, ce type de projet est financé? Parce que ça représente un gros investissement. Et quel est le retour sur investissement? Donc, en fait, en gros, la rentabilité de ce type de projet. Et puis, j'avais une deuxième question, c'est... disons qu'on parle là, et c'est normal, des projets qui sont mis en place par les agriculteurs. Et moi, j'avais eu l'occasion de voir il y a une quinzaine d'années en Allemagne un projet qui était mis en place par une collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il y avait un partenariat, enfin des contrats qui étaient passés avec les agriculteurs, qui apportaient effectivement les effluents et voire même tout ce qui était taille de haies, etc., etc. Donc je voulais savoir si dans la région Aura, il y avait ce type de projet d'une manière générale, où ça présentait un intérêt. Voilà. Alors peut-être sur la première question, est-ce que Nathan, vous voulez peut-être témoigner sur comment vous avez procédé, vous? Donc nous, au niveau du financement du projet, donc, on a une petite partie donc, de subvention, ce qui représentait 17% de l'investissement. Et ensuite, un financement auprès de la banque. Et ensuite, au niveau des retours sur investissement, nous, pour notre projet, on était sur 8 ans de retour sur investissement. Voilà. Pour un coût total de 3,8 millions d'euros. Bah, du coup, vous avez tout dit sur le retour sur investissement. Hein. Le chiffre d'affaires est fait par la vente de l'énergie à 90%. Le rapport, pour ceux qui sont un peu versés dans l'économie, EBE, excédent brut sur produit brut, est généralement autour de 50%. Et du coup, ensuite, les annuités viennent prendre le BE. Il reste un résultat annuel chaque année. Et au début, il n'est pas non plus énorme. Hein. Et au fur et à mesure, il augmente. Et bien sûr, quand les prêts s'arrêtent, là, il devient conséquent. Et on est sur des retours sur investissement en moyenne, donc 8 ans. Ouais, on est entre 8 et... Voilà. On a une cible autour de 8 à 12 ans. Voilà. Et ce qu'on appelle un TRI, un taux de retour sur investissement des capitaux investis, donc ça c'est pour ceux qui sont versés dans la finance, autour de 10%, après aide publique. Aujourd'hui, les conditions sont un peu plus compliquées pour atteindre ces taux-là et pour atteindre ces résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la filière est un peu en restructuration sur des nouveaux modèles économiques, comment on peut faire plus de chiffre d'affaires. Par exemple, en vendant certes le biogaz et l'électricité, mais quand vous faites du biogaz, que vous l'épurez avec les épurateurs, vous rejetez du CO2. C'est d'ailleurs pour ça que la méthanisation n'est pas neutre, n'est pas à niveau zéro pour les gaz à effet de serre. Ben, ce CO2, peut-être que vous pouvez le capter pour le liquéfier et le vendre à des serristes ou à des maraîchers. Ça vous rapporte un nouveau chiffre d'affaires qui permet d'essayer de retrouver un modèle économique qui aujourd'hui est un peu fragilisé par des contextes tarifaires et des contextes inflationnistes. Juste une dernière précision de grande masse. Sans les obligations de rachat ni les aides et subventions au travers de l'ADEME, organisme de l'État, il n'y aurait aucune filière aujourd'hui. Enfin, là, je parle sous votre contrôle. Je ne connais pas aujourd'hui d'unité qui fonctionne en termes de plan financier sans aucune subvention à la construction et avec un rachat direct par des producteurs. Enfin, je ne pense pas. Peut-être que ça viendra avec les prix qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, des contrats de rachat garantis avec un tarif garanti sur une quinzaine d'années, c'est quand même l'indicateur premier pour que le porteur de projet soit soutenu, notamment sur ses investissements bancaires. Et j'ajouterais que pour toutes les raisons qui ont été évoquées, ça bascule sur votre deuxième question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut quasiment plus sortir de projet en l'état, dans la situation qui a été évoquée par monsieur, parce que les coûts d'investissement sont
ont pris 20%, quoi, environ l'ordre de grandeur. Et donc, on est en train de regarder au niveau de la communauté de travail, au niveau régional, dans quelle mesure il était possible de travailler plus avec les collectivités locales pour vraiment être dans cette logique d'économie circulaire. Parce que les collectivités locales ont l'obligation, à partir de début 2024, de traiter leurs biodéchets. Déjà, donc c'est un argument essentiel pour voir dans quelle mesure ces biodéchets pourraient être valorisés dans des unités de méthanisation agricole sur leur territoire. Tout ce qui a été évoqué sur la valorisation de l'énergie peut être travaillé aussi avec les collectivités. Et on en revient au portage et à la maîtrise d'ouvrage de tels équipements structurants pour le territoire et pour le maintien de l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un partage par des acteurs locaux de l'investissement, à voir si les agriculteurs restent majoritaires ou pas. Nous, on le souhaite parce que c'est quand même aussi un aspect de la gouvernance des projets, mais au moins d'avoir une participation et des collectivités et pourquoi pas de ce qu'on appelle l'investissement participatif qui se développe de plus en plus et qui facilite l'acceptabilité locale des projets. Parce que là, on a typiquement, là on rentre de plein pied dans l'économie circulaire et on peut expliquer aussi d'un point de vue pédagogique l'intérêt du tri à la source des biodéchets. Pourquoi est-ce qu'on met dans telle poubelle? Parce que ça va être valorisé en méthanisation et parce qu'on va pouvoir aller chercher des carottes bio au maraîcher du coin qui aura été fertilisé avec le digestat. Et là, d'un point de vue pédagogique, on a tout gagné, quoi. Petit complément sur ce qui se passe dans le Puy-de-Dôme, le syndicat de valorisation des ordures ménagères, le Valtom, qui couvre tout le Puy-de-Dôme et une partie du nord de la Haute-Loire, dont le secteur où habite monsieur, je pense, a un site d'enfouissement à quelques centaines de mètres d'ici sur lequel ils font de la récupération de biogaz. Ils traitent tout ce qui est collecte des biodéchets, notamment la collecte des biodéchets de la métropole de Clermont, dans un méthaniseur qui tourne aujourd'hui. Les deux sont injectés au même endroit, donc avec du coup un cadre réglementaire très particulier qui a été validé à Paris, puisqu'ils injectent... il y a deux tarifs différents pour ces deux sortes de production, mais elles sont injectées au même endroit. Donc je passe rapidement, mais en tout cas, ils sont à la pointe en fait, de choses qui se passent au niveau national. Et troisième chose, par rapport aux collectivités territoriales qui s'investissent dans ces sujets-là, on a la grande station d'épuration de Clermont Métropole qui se trouve aux Trois-Rivières, donc un tout petit peu plus au nord, mais juste à 2 km d'ici, où le projet de méthanisation de l'ensemble des bouts de la station d'épuration est en cours d'élaboration. Donc on a d'autres structures que simplement les acteurs agricoles qui s'investissent dans la méthanisation. Et pour compléter au niveau régional, donc, les collectivités, c'est aujourd'hui surtout dans les steppes, et puis il y a 2 unités de méthanisation sur les déchets d'ordures ménagères, mais sur des tris à la source de biodéchets ou du tri mécanobiologique. Il y a eu un projet de collectivité qui voulait faire une méthanisation avec des agriculteurs et être porteuse. C'était notamment, c'était dans le Rhône, mais ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ce qu'on a en région, c'est par contre certaines collectivités qui co-investissent avec les agriculteurs. Hein, ça existe aujourd'hui. La Arlysère, voilà, dans Savoie, ou alors qui co-investissent avec des développeurs. Ça existe dans le Cantal. Voilà. Merci, on va prendre votre question. Oui, du coup, il y a eu une grosse partie de la réponse qui a été apportée, notamment avec les financements participatifs. Non, vous parliez de facteurs limitants de la méthanisation et le financement bancaire en faisait partie. Donc dans ce cas-là, forcément, on ouvre ou pas le capital à des investisseurs en minoritaire. Vous parliez du TRI à 10%. Donc oui, pour des investisseurs, on va dire classiques, financiers ou industriels, un TRI à 10%, ça peut paraître important pour le commun des mortels, mais pour eux, c'est peut-être pas assez. Et donc l'alternative, ce serait le financement participatif. C'est comme ça que vous le voyez, c'est comme ça que vous voyez évoluer les dossiers financés aujourd'hui. Alors, on a des expériences dans ce domaine-là. Hein. Il y a des unités qui ont fait appel au financement participatif. Tout est question de la part des maîtres d'ouvrage qui sont à l'origine du projet, quel compromis ils sont prêts à faire. C'est-à-dire, quand on fait rentrer des tiers investisseurs, à quoi on s'expose en termes pour garder la main sur la gouvernance des projets, avec qui on est prêt à se marier. En général, l'investissement participatif est là de façon pas pérenne, mais temporaire. Et à un moment donné, il a vocation à sortir du projet. Voilà.
Donc il y a ces aspects-là. Et ils n'ont pas forcément vocation à prendre la main sur la gestion de l'unité. Ce n'est pas forcément le cas de tous les tiers investisseurs qui vont avoir envie de pousser au maximum les possibles. Pour certains, peut-être, hein, ça peut être un risque, qui vont chercher à amortir, à faire cracher, entre guillemets, le maximum de rentabilité pour financer le capital investi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les agriculteurs, quand ils sont 100% du capital, il peut y avoir aussi des situations où on externalise des charges de la ferme vers l'unité de méthanisation, sur la logistique notamment, du transport de matière, sur des choses comme ça. Et on risque de plomber, enfin on peut plomber, mais c'est un choix de gestion, hein, les comptes de l'unité de méthanisation pour délester les charges des fermes. Et c'est logique. C'est un peu le but de l'opération aussi. Sauf que quand on fait intervenir des tiers investisseurs, eux, ils vont vouloir le retour sur leur investissement. Donc, il faut savoir jusqu'où on est prêt et avec qui on fait le deal, quoi. C'est pour ça que vis-à-vis des collectivités locales, il y a moins ce risque-là. Et si je prends un autre exemple avec quand on est dans le domaine des biodéchets, si on ne veut pas acquérir la compétence biodéchets et faire soi-même le tri, ce qui est quand même et la collecte, c'est rarement le cas chez les agriculteurs. Donc ça veut dire qu'on va faire appel à un prestataire, à un vendeur de biodéchets. Et dans ce cas-là, on a le cas aussi pour sécuriser ce gisement, parce que c'est un domaine qui est assez compliqué à contractualiser. Et ben, on peut le faire rentrer sur une petite partie du capital, sur 5% dans le capital pour sécuriser ce gisement-là. Donc c'est des stratégies au cas par cas, quoi. Oui. Oui, bonjour, je suis à la retraite depuis 15 ans, donc j'ai suivi un peu l'évolution. Et j'ai vu cette année on parle toujours de subventions à l'agriculture, que cette année les énergies renouvelables, photovoltaïques, l'ensemble, allaient rapporter plusieurs milliards au budget de l'État. Comment se fait-il ? Votre question, elle concerne principalement le photovoltaïque, à mon sens. En fait, pour que la filière puisse se développer, puisque les projets ne pouvaient pas être rentables sur revente dans le cadre de contrats privés, puisque quand on a souhaité le développement du photovoltaïque il y a plus d'une dizaine d'années, voire même 15 ans aujourd'hui, les prix de marché étaient extrêmement bas. Pour soutenir la filière, l'État a mis en place des contrats de rachat, donc à des prix supérieurs au prix de marché, mais à des prix qui étaient suffisants pour que le projet puisse être rentable. Parce que personne n'allait porter un projet pour créer de la dette. Enfin, il n'y a pas un porteur de projet qui cherche à perdre de l'argent. Ça n'existe pas. Ce qui était prévu dans ces contrats, c'est que l'État garantissait de racheter au-dessus du prix de marché tant que le prix de marché était en dessous. Maintenant que le prix de marché est au-dessus, ce qui est prévu dans le contrat, c'est que la différence, celui qui produit, il doit le retourner à l'État. Donc aujourd'hui, ça retombe collectivement dans notre poche, mais ce n'est que le paiement, finalement, des sommes collectivement investies quand on payait plus cher que ce que ça coûtait sur les marchés. La réaction de certains porteurs de projets, pas tous, certains, mais on commence à le voir aujourd'hui, certains producteurs sont en train de casser leur contrat avec l'État parce qu'ils voudraient bien garder la manne pour eux. Voilà la situation. Est-ce que pour le gaz, c'est le même principe que si le prix de marché est au-dessus, il redonne à l'État la différence ? Je maîtrise beaucoup mieux les contrats PV que là-dessus. Là, tu as une réponse ? Oui, a priori. Effectivement, le même principe. Ce n'est pas l'agriculteur qui redonne. C'est l'acheteur de biogaz, de biométhane ou d'électricité qui redonne en partie le delta. Mais là, on est travaillé avec le ministère il n'y a pas longtemps. Enfin, quand ça va à l'État, c'est pas l'État, c'est que simplement, ça permet aussi à nous, consommateurs d'énergie, d'atténuer la hausse d'une taxe qui s'appelle la CSPE, la contribution pour le service public de l'énergie, et qui, notamment, entre autres, finance le développement des énergies renouvelables. Donc, effectivement, en tout cas, ce mécanisme-là va entraîner une moindre augmentation de la CSPE pour nous, consommateurs, aujourd'hui, parce qu'il y a un remboursement du delta par les fournisseurs. C'est pas encore à l'équilibre ? Non, on n'est pas à l'équilibre aujourd'hui, hormis le contexte aujourd'hui international. Sinon, si on regardait ce qui se passait en 2021, le tarif d'obligation d'achat en biométhane, parce que j'ai en biométhane en tête, mais enfin en élec, c'est à peu près pareil, c'était autour de 100-110 € le mégawattheure, quand le prix du gaz naturel était à l'époque, ça paraît loin maintenant, mais de 25 €. Donc le delta, il était de 75 € que l'État reversait du coup à l'acheteur de biométhane. Mais l'État, en fait, il va pas
il va chercher sur les taxes, sur les factures d'énergie de nous tous. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, bonjour, André Reynaud, la société Opal Énergie. Alors moi j'ai une question pour Monsieur Lama, je crois. Oui. C'était au niveau de la fertilisation. Je voulais savoir du coup si avec le Digesta, est-ce que vous avez réduit vos intrants en engrais minéraux ou vous en faisiez peut-être pas, je ne sais pas, hein, mais voilà, c'était surtout sur ce sujet-là que je voulais m'entretenir. Ouais. Donc au niveau du Digesta, on commence petit à petit à faire des économies sur les engrais minéraux. Bon, ça fait que 3 ans qu'on est en route, donc on commence vraiment à savoir maîtriser le Digesta, à savoir s'en servir. Mais c'est vrai qu'on observe des économies qui arrivent petit à petit sur nos exploitations. Oui. D'accord. Au début, c'était pas forcément, il n'y avait pas vraiment d'économie observée là-dessus, mais petit à petit, en fait, vous arrivez à mieux maîtriser entre guillemets et à réduire un peu les intrants sur les engrais minéraux. En fait, dès la première année, on commence déjà à apercevoir des économies du fait qu'on va apporter, par exemple sur notre exploitation, aujourd'hui on épand beaucoup plus de matière organique que précédemment sur l'exploitation, du fait aussi qu'on réimporte tous nos couverts végétaux qu'on a utilisés dans le méthaniseur sur l'exploitation. Donc là, on va venir augmenter nos capacités d'épandage. Oui. D'accord, ok. Parce qu'avant, vous faisiez des cultures intermédiaires. Et maintenant, en fait, vous les utilisez pour la méta exclusivement? Donc, avant, on ne faisait pas forcément de culture intermédiaire. On a eu aussi le classement en zone vulnérable qui nous a obligés à faire des couverts végétaux. Et au même moment, on a eu la mise en route de la méthanisation. Donc, on a valorisé tous ces couverts végétaux dans la méthanisation, ce qui fait augmenter nos quantités d'épandage aussi en effluent. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Oui, bonjour. Benjamin Serena, conseiller en chambre en Dordogne. C'était une question au vu des coûts de l'énergie actuellement, en particulier des coûts d'électricité. Question directement à vous. Comment vous allez... Comment dire? Est-ce que vous avez des solutions pour compenser ces coûts, ces hausses électriques? Et est-ce que vous avez des solutions d'autoconsommation, de cogénération, de groupe? Enfin, on entend beaucoup de choses et je voulais savoir si, dans votre cas, vous y aviez... comment vous allez gérer cette situation? Donc, pour le moment, on a des contrats d'achat d'électricité qui sont bloqués encore pour 2 ans. Mais c'est vrai que depuis cette année, on commence à réfléchir sur des systèmes d'autoconsommation. Donc, effectivement, il y a l'ajout de mini-cogénération sur les unités en injection pour autoconsommer l'électricité. Nous, aujourd'hui, on est plutôt en train de regarder sur du panneau solaire en autoconsommation, que ce soit sur l'hangar à digesta solide ou éventuellement sur un tracker. Si vous avez besoin de retour d'expérience là-dessus, en région, on a au moins une unité, mais peut-être plus, en tout cas j'en connais une, qui autoconsomme une partie de son électricité à partir du PV pour la méthanisation. Donc là-dessus, je vous laisserai voir entre chambres. Je voulais juste ajouter que ça va faire l'objet d'une conférence dans le cadre d'un événement qui arrive fin novembre, le 29 et 30 novembre. Ça s'appelle Biogaz Vallée, qui va avoir lieu à Saint-Étienne. Parce que c'est le gros sujet du moment, c'est la hausse des consommations d'énergie pour le fonctionnement des unités de méta. Alors c'est vrai qu'on pense tout de suite substitution d'énergie par l'énergie renouvelable, donc soit en cogénération, soit en photovoltaïque. Je voulais juste évoquer un travail qui a été fait un pilotage qui a été fait par des maîtres d'ouvrage sur une unité de méthanisation qui ont réussi à diviser par 2 leur consommation. Donc il n'y a pas que la substitution, on parle de sobriété, on peut aussi réfléchir sobriété sur les consommations des unités. Et notamment les leviers qu'ils ont trouvés, c'est sur les heures de brassage, basculer en heure de nuit pour brasser la nuit et le moins possible en journée, même s'il faut brasser quand même, mais peut-être un peu moins.
Il y a des pistes aussi sur la nature des matières entrantes. Quand on fait appel à des produits exogènes, eh bien, ils se sont rendus compte que certaines matières sollicitaient plus les broyeurs, les brasseurs, les pompes que d'autres. Enfin voilà, il y a le fait d'avoir une unité qui est souvent très instrumentée, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations qui arrivent sur les smartphones des gestionnaires de sites, et on voit tout de suite l'incidence et l'impact du fonctionnement de l'unité sur les consommations d'énergie. Donc au bout d'un moment, on peut aussi s'approprier les effets et jouer finalement pour gagner. Là, l'exemple que j'ai en tête, c'est la moitié des consommations d'énergie entre le démarrage de l'unité et un an plus tard, avec l'expérience, etc., on arrive à faire des économies aussi. Enfin, tout ça va être mesuré dans les 2 prochaines années par des bureaux d'études qui ont remporté un appel à projet avec l'ADEME sur justement, qui s'appelle le projet FLEM, flexibilité en méthanisation. Voilà. Et donc, on va avoir plus de données concrètes là-dessus. Merci. Là, comme ça, je ne l'aurais pas en tête, mais... En moyenne, alors je ne l'ai pas en euros, moi, mais quand vous produisez 10 kWh d'énergie, en cogénération, vous en utilisez 0,7, c'est ça. Et en injection, vous en utilisez un peu plus, 0,9 à 1. Il y a un multiple de 10. Vous produisez 10 fois plus que ce que vous consommez. Par contre, en consommation nette, je n'ai pas en tête là exactement. L'exemple que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est une unité qui fait 200 normomètres cubes à peu près. La facture, la consommation au démarrage, c'était 17 000 kWh par mois. Et ils l'ont descendu à 7 000. Voilà. Donc il y a des gains possibles et des marges possibles. Il est presque midi, donc je vous propose que s'il y a une dernière question, on puisse la prendre et y apporter des réponses. Bonjour. Petite question concernant les intrants pour alimenter le méthaniseur. Quand vous parlez de récolte végétaux, en fait, qu'est-ce que vous entendez derrière? Enfin, quel type, en tout cas, de récolte? Alors, en région, quand il y a des végétaux, c'est la majeure partie du temps des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc qui se mettent entre 2 cultures, soit parce qu'il y a une obligation réglementaire de couvrir les sols, parce que et donc il y avait des sols nus, et aujourd'hui la méthanisation permet de les couvrir avec un intérêt économique, donc tant mieux, ça évite des problèmes agronomiques, et donc c'est couvert entre 2 grandes cultures, voilà. Et sinon, il peut y avoir dans les intrants des cultures dites principales, d'accord, mais là, en France, c'est limité à maximum 15% du tonnage de matière brute qui rentre dans un méthaniseur. Et en région, on est à 2-3% du tonnage de matière brute de culture dédiée. Et tout à l'heure, on parlait des recommandations. Donc c'est tout l'intérêt aussi de travailler en communauté de travail avec les services de l'État. La posture qu'on a adoptée quand on auditionne les porteurs de projets, c'est de dire vos productions végétales en culture principale, on ne veut pas les voir dans le gisement que vous nous présentez. Réglementairement, vous pouvez le faire, mais présentez-nous un gisement qui se passe de ces 15% de culture principale. Il n'y a pas d'obligation en fait qui disent tant de pourcentage doit aller à l'animal et tant de pourcentage. Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse. Au final, quand le porteur de projet présente son gisement, on ne veut pas voir apparaître les cultures principales. Les années où ce sera vraiment très compliqué, il pourra y faire appel, mais dans la sécurisation de son gisement, il doit pouvoir s'en passer. Donc ça, c'est la règle de conduite qu'on a adoptée collectivement et qu'on recommande auprès des porteurs de projets. Après, c'est les financeurs, notamment l'ADEME, la région, pardon, et l'ADEME, je crois aussi,
demande, quand on a affaire à des exploitations qui sont aussi des exploitations d'élevage, d'avoir un bilan fourrager qui atteste que la méthanisation ne va pas pénaliser les capacités fourragères pour alimenter le troupeau. Donc ça, c'est le premier niveau. Et plus récemment, c'est ajouté à une deuxième demande pour prétendre au financement qui porte sur un bilan agronomique, c'est-à-dire comment vous allez produire vos productions végétales. Qu'est-ce que vous avez mis comme ambition en termes de rendement, en appliquant aussi des années sèches avec des déficits hydriques, etc. Comment la durée de stockage. Enfin, on essaie d'être très, très pointilleux pour que le porteur de projet ait pris en compte tous les aléas qu'il va forcément rencontrer au regard des évolutions du climat notamment, et des contraintes sur l'irrigation et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a à la fois le bilan fourrager par rapport à la sécurisation fourragère et à la fois le bilan agronomique pour veiller qu'il ne soit pas trop optimiste sur les capacités fourragères. En Allemagne, ils ont beaucoup diminué leur culture énergétique. Par contre, je ne sais pas s'il y a une réglementation. Mais aujourd'hui, les nouveaux projets sortent avec beaucoup moins de culture énergétique qu'avant. Et en France, c'est vraiment un modèle qui aujourd'hui n'a pas lieu d'être. De toute façon, réglementairement, on ne peut pas en mettre nationalement. C'est la réglementation du ministère, plus de 15% par rapport au tonnage total entrant. Et en plus, nous, en région, il y a aussi des garde-fous. On n'a aucun intérêt... Voilà. La méthanisation, son développement, elle est pilotée par le schéma régional biomasse, qui est un schéma qui nous décrit en gros qu'est-ce qu'on peut faire avec la biomasse en termes d'énergie. Mais ce schéma, il part d'une hypothèse de base, c'est la hiérarchie des usages. C'est d'abord l'alimentation humaine, l'alimentation animale, après c'est l'énergie. Et donc on voit que il n'y a pas de culture principale dans ce schéma-là. Dans ce schéma-là, les cultures principales on a un objectif de développer un certain nombre d'unités de méthanisation sans faire appel aux cultures principales. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer ce temps consacré à la méthanisation. Je voulais remercier les 4 intervenants déjà. Merci beaucoup pour votre disponibilité et puis tout ce que vous avez apporté comme éclairage, témoignage sur le sujet. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour vos questions aussi. Et puis juste pour vous dire que cet espace accueillera d'autres événements pendant tout le sommet de l'élevage. Donc n'hésitez pas à revenir, à consulter la programmation des différents événements sur le site du sommet. Et je vous souhaite une belle journée, un bon appétit si vous allez déjeuner. Merci.